Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Un beau bonjour. Bonjour Pierre. Madame Janine, mes hommages. Pierre, aujourd'hui, nous allons nous inspirer de nos cousins français pour lancer notre sujet. Qu'en pensez-vous? Pourrais-je t'interrompre? Certainement, vous avez toujours la possibilité de m'interrompre. Petite... vous le savez. Écoute, une manchette qui est vraiment importante, Janine, et j'avais promis qu'on ferait un suivi là-dessus. C'est l'histoire de notre professeur de cégep de Trois-Rivières qui s'est reconnu coupable d'avoir abusé sexuellement de ses filles, oui, y compris sodomie. Il s'est même reconnu coupable d'en avoir sodomisé une. Pierre, ça c'est... Vous avez jamais parlé de ça? J'ai jamais lu ça. C'est dans la manchette du Nouvelliste. Moi non plus, je savais pas, là. Oh, hey! Ouais. Alors, regarde, je te lis ce qui est marqué. A été condamné à 9 ans de prison en 2002 après s'être reconnu coupable d'inceste, de sodomie et d'agression sexuelle envers une de ses 3 filles et de grossière indécence, d'attouchement sexuel et de voies de fait envers ses 3 filles. Et ça sur une période de 20 ans. Ouais. Alors, il s'est reconnu coupable, il a été condamné à 9 ans, il est en tôle. OK, tout ça est beau. Après ça, la poursuite, la couronne, a appelé la mère, puis elle a dit, viens ici. Et ils l'ont accusé. Ils ont porté une accusation de... c'est quoi l'accusation? Juste une négligence criminelle. Oui. OK? Elle est accusée de négligence criminelle, d'avoir été négligente. Et elle a été acquittée par un juge à Trois-Rivières. Oui. Elle a été acquittée de négligence criminelle. La couronne a porté ça en appel et la cour d'appel ordonne un nouveau procès. Pour elle. Pour la mère. Parce que Pierre, vraiment, il fallait être sourde et aveugle pour pas voir ce qui se passait dans sa maison. Bon. Est-ce qu'elle est handicapée? Non, c'est une orthopédagogue. Elle s'occupe d'handicapés. Cynique, tu sais. Oui. Et sa meilleure amie, si je me souviens bien, lors du procès, était une travailleuse sociale de la DPJ. Et les 3 filles, ce qui est intéressant ici de retenir, là, c'est que le témoignage des 3 filles a forcé le père à se reconnaître coupable. Oui. OK? Mais le témoignage des 3 filles n'a pas été retenu comme étant valable contre la mère. Et ce sont les 3 filles qui sont venues dire, écoute, tu nous as surpris. Si je me souviens bien, là, une des séances, c'est que la petite est en train de sucer le bonhomme, puis la mère est arrivée, puis elle l'a vu. Et elle a pas, il me semble que ça a été raconté, là. J'ai pas tout ça devant moi, là. Mais chose certaine, elle était au fait. Comprends-tu? Mais quand ça se passe sur 20 ans, Pierre, franchement... Les 3. Il faut être sur quelle planète pour pas s'apercevoir? Oui, elle est orthopédagogue, lui est prof de cégep. Et puis, écoute, ça s'est passé sur 20 ans avec les 3 filles. Puis il y en a même pénétré une dans l'anus. C'est pas anodin, là. Elle a dû se plaindre à quelqu'un certain, la petite qui s'est faite pénétrer dans l'anus. Hein? Le gars s'est reconnu coupable. C'est pas la fille qui a dit ça. C'est le père qui s'est reconnu coupable. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de partager ça avec nos auditeurs parce que la cour d'appel... Mais la cour d'appel était divisée. Il y avait 2 femmes puis un homme sur la cour d'appel du Québec dans ce dossier-là. Et il y a un homme puis une femme qui a dit nouveau procès parce que il est en désaccord avec le jugement du juge. Oui. Et il y a une femme, la 3e juge, qui est en accord avec l'acquittement de la mère. Oui, oui. Mais comme c'est l'opinion majoritaire qui a été retenue, ben cette dame-là, cette mère-là, qui est accusée de négligence criminelle pour ne pas avoir protégé ses 3 filles des abus sexuels du père, ben, va se retrouver dans les tribunaux pour un autre procès. C'est un très gros dossier. Ça va faire jurisprudence, ça, Pierre? Si jamais... Janine, regarde, tu te souviens de l'histoire des côtés, les tarés de l'Estrie? Oui. Écoute, bon, ben la mère, elle, n'a jamais été accusée de rien. Puis le père et les 2 fils se sont vidés la poche copieusement, allègrement, même à l'hôpital, même sur son lit d'hôpital alors qu'elle avait un cancer de l'utérus. Même là, il allait se vider dedans. Puis la mère dit... Était-elle capable de juger? Est-ce qu'elle avait toute sa tête pour juger adéquatement des comportements? Ben, elle avait assez de tête pour... Je peux te dire une chose. Elle avait assez de tête pour donner des entrevues assez cohérentes, merci, à la télévision. Ce qui est un indice.
On n'a pas de commentaires. Tu n'as pas de commentaires. Il y a tellement de... Tu réagis à des histoires de même. C'est fou, ça dépasse l'entendement. Pas compliqué. Alors là, elle risque de se retrouver. Elle va se retrouver dans un deuxième procès. Là, ce qui est vraiment surprenant là-dedans, c'est que le témoignage des 3 filles qui sont maintenant adultes, OK, est retenu comme étant crédible pour faire condamner le père, mais n'est pas reconnu comme étant crédible pour faire condamner la mère. Là, il va falloir se brancher, là. Parce qu'ou bien les filles sont crédibles, puis ça va aller pour les deux, ou bien ils sont pas crédibles, puis qu'est-ce qu'on a fait là? Parce qu'elles avancent qu'elles n'ont pas été protégées, c'est clair. Ça avait commencé très jeune, ça, ces histoires-là? Écoute, oui. Écoute, ça s'est duré sur 20 ans, puis les filles ont à peine sont dans la jeune vingtaine. Oui. Alors, toutes petites bébés. Ça a commencé tout petit, puis ça s'est... Tu sais... Ah, bon. Ouais. Alors, ça fait partie des laideurs de notre univers. Oui, alors, je t'écoute sur ce que nous partageons avec les Français. Les Français. Je ne sais pas s'il y a autant d'importance, mais en tout cas, ça nous est parvenu en France. Il y a des informations qui sont parues dans le Figaro. On peut recevoir le Figaro, là. Quoi, le Figaro? Le Figaro. Et qui est basé sur... C'est un article qui a été basé sur une étude scientifique qui va apparaître, là, dans ces jours-ci, dans le Forensic Science International, et qui parle du fait que 40% des jeunes morts sur les routes ont fumé du pot. Arrête donc, toi! Du fameux cannabis. On nous avait dit jusqu'ici que le cannabis, le pot, ça n'avait pas de problème, ça n'avait pas d'incidence sur la conduite automobile. Et ça, Pierre, ces études-là, je ne me souviens plus d'où ça originait. Est-ce que c'était du Québec? Est-ce que c'était américain? Je me souviens pas. Je sais qu'il y avait eu quelque chose d'assez exhaustif, puis on en était venu à la conclusion qu'il n'y avait pas d'incidence. 40% des morts sur les autoroutes, sur les routes de la France auraient poté. Les jeunes en bas de 30 ans. Ouais. Okay? Alors, c'est énorme. Ils disent la consommation de cannabis chez les jeunes conducteurs aurait été multipliée par 2 entre 2001 et 2004. Et l'étude, ils ont pris leurs chiffres dans 12 laboratoires qui ont procédé à des analyses de sang prélevés par les policiers, là, auprès des conducteurs de moins de 30 ans. Alors, ça dit 39,6, presque 40% des conducteurs de moins de 30 ans morts dans ces accidents-là. Alors, morts, c'est beaucoup, là. En avait consommé, puis ça, c'est entre 2003 et 2004, quand on parle du 40%, donc c'est très récent. Ils avaient consommé du cannabis au point que dans presque 30% des tués, on a retracé du THC, la substance qui est active dans le cannabis. Tétrahydrocannabinol. C'est ça. Donc, ça prouve que effectivement, il y avait eu consommation. Et pour le 10% supplémentaire, il n'y a pas eu de preuve telle, mais on sait que c'était des consommateurs de cannabis. Des poteux. Oui, ça a été dit, probablement dans les témoignages, lors des enquêtes d'accidents. OK. Alors, on présume 40%, 30% avec une preuve. C'est ça. Avec preuve, et les autres, on croit qu'ils avaient poté avant l'accident, mais il n'y a pas eu de vérification dans le sang. C'est-à-dire qu'ils avaient la réputation, probablement. Il y a eu une enquête, mais ils n'avaient pas de traces comme telles dans le sang. Alors, est-ce qu'on banalise? Est-ce qu'on banalise trop la consommation de cannabis? Est-ce que ça interpelle les gens? Pourquoi? D'abord, écoute, on a raison de banaliser. D'abord, tu m'entends régulièrement reprendre le monde sur l'histoire de consommer. Oui. On ne se drogue plus, mais on consomme. Alors, le premier exercice de banalisation est dans la linguistique, dans l'utilisation langagière. Et vous voyez, on l'applique même en France. On parle de consommation de cannabis. Oui. Voyez-vous, c'est généralisé. Oui. Oui, parce que normaliser d'une certaine façon, ça tend vers la normalisation de ça. Et parce que la norme est quoi maintenant? Quel est le pourcentage de jeunes à 18 ans qui ont déjà essayé au moins une fois de la drogue, du pot? On pourrait être très étonné, Pierre. Minimum 1 sur 2. Minimum 1 sur 2. Vous dites 50%? Minimum. Oui, puis dans certains milieux, ça pourrait être plus que ça. C'est ça, minimum 1 sur 2. Ça fait partie de l'initiation. C'est une initiation à la vie de jeunes adultes. Alors, la drogue est devenue la norme. Et si tu n'en as jamais pris une fois, tu passes pour une bebite. Ouais. Tu es hors norme. Maintenant, je suis allé à ma petite formation professionnelle il y a 2-3 semaines. Là. Ils vous ont parlé de ça? Ben oui. Parce que là, il y a une étude qui est sortie et qui a révélé que les moins de 15 ans qui prennent du pot, qui se droguent au pot, ont 5 à 6 fois plus de chances de développer une schizophrénie. Alors là, c'est assez interpellant. C'est comment expliquer ce phénomène-là? Je le sais pas.
Il y a donc une atteinte cérébrale, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Et oui. Parce qu'on parle de maladie mentale grave, là, la schizophrénie. Oui. Alors, il pourrait la développer de 5 à 6 Maintenant, je suis prudent. Oui, c'est ça. Alors, les jeunes de moins de 15 ans qui ont déjà poté, vous avez 5 à 6 fois plus de chances de faire la schizophrénie qu'un jeune qui n'a pas poté. Bon. À quelle fréquence? Est-ce qu'il parlait de la fréquence? Non. Pas du tout. Non. Parce que j'ai pas l'étude en question. C'est un des conférenciers qui a révélé ça, qui a ramassé ça dans un congrès scientifique. Maintenant, il faut être prudent ici, parce qu'il se pourrait que ceux qui ont une tendance, qui sentent ça venir, la schizophrénie, aient une propension plus grande à se droguer. Il y a ça aussi. Il faut faire bien attention. Mais eux expliquaient, les conférenciers semblaient expliquer ça par une plasticité du cerveau. Autrement dit, en potant, en te droguant à l'âge de 15 ans, tu vulnérabilises ton coco. Puis même, ça va loin. Tu vulnérabiliserais l'expression de certains gènes qui possiblement ne se seraient pas exprimés si tu ne t'étais pas drogué. Ça corrobore. Et Janine, ça commence, en tout cas, tout ça pour te dire que le sacrement de pote, là, avant 15 ans, là, c'est non. Comprends-tu? Oui. Puis c'est pas, on va en discuter, c'est ton crise de pote dans la poubelle. Encore ça se discute même pas avant 15 ans. Je pense qu'on peut aller jusque-là, Janine. Tu comprends-tu? En principe, Pierre, oui. Comment des parents vont faire pour interdire? C'est un rouleau compresseur. Ils prennent le jeune par le collet, puis c'est dans la maison, puis le pote, c'est dans la poubelle. C'est dans le poêle, puis c'est dans la bécosse. Quand les parents le savent. Ouais, c'est ça le Moses de problème. Hey, tu fouilles, puis t'en trouves du pot, c'est pas long. Tu sais, quand t'es rendu, t'achètes ça au sac, là, c'est quand même pas, là... Parce que ça se passe dans les parties, ça se passe dans la cour d'école. Et puis les jeunes de moins de 15 ans, on les encadre pour les surveille. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est simple pour les parents? On va résumer notre affaire comme ça aujourd'hui. Ouais. Bon, par contre, une fois que j'ai dit ce que je viens de dire, là, c'est qu'il est urgent de légaliser l'utilisation du cannabis au Canada. Si tu le légalises? Pour les adultes. Oui, pour les adultes. Ouais. Les jeunes vont en vouloir aussi. Ça reste interdit. Comme la cigarette. La cigarette, t'en vends pas aux enfants, c'est criminel de vendre ça à un enfant. Parce qu'on commence à avoir des évidences scientifiques très sérieuses que tu vas fucker leur cerveau. Maintenant, l'influence, là, on va légaliser, puis on va voir qu'est-ce que ça fait sur le cerveau chez les adultes. C'est pas la même chose, Janine. C'est probablement moins dangereux, c'est ce que vous soupçonnez? C'est comme l'alcool. L'alcool aux enfants, c'est pas tellement bon. C'est un solvant. Mais tant que votre coco, là, ce que vous avez entre les deux oreilles, ce que vous êtes supposé avoir entre les deux oreilles, là, tant que c'est pas bien formé, s'il vous plaît, pourriez-vous en prendre soin? Okay. C'est ça que ça veut dire. Il y a un grand danger. Bon, ça, il commence à y avoir des évidences scientifiques, mais l'histoire des jeunes Français... Moi, là. Écoute, le pote, t'as drogué au pote avant l'âge de 15 ans, c'est t'augmente la prévalence, l'incidence de 5 à 6 fois de la schizophrénie. Hey, attends un peu, là. Ça commence à être pas mal, ça, là. Mais chez les jeunes de moins de 30 ans, Pierre, 27, 28, 30, qui se tuent en voiture, puis qui ont... Bon, ça, c'est alors là, oui. T'amènes ça, tu nous arrives... c'est la première fois, là, tu m'as surpris hier lorsque tu as proposé ce sujet-là, Janine, parce que réellement, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais vu une seule étude sérieuse qui amenait un lien entre... Puis j'en ai vu des études, là, qui amenaient un lien entre le cannabis et les accidents la conduite de voiture. Maintenant, est-ce que... Regarde, je vais te poser une question. Est-ce que c'est le cannabis qui peut provoquer des accidents d'auto, ou s'il y a tellement de monde qui prennent du pot qu'une fois que tu étudies ce qu'ils ont dans le sang, tu vas en retrouver chez 40% des décédés? J'ai pas de réponse à ça. Oui. Alors, est-ce qu'on banalise trop le cannabis? Ça va être notre question. Oui. Comment on contre ça? Les parents, qu'est-ce que les parents peuvent faire pour que les jeunes ne tombent pas là-dedans? À bras raccourcis, 790-0224, 1-800-667-5241. Cette capsule publique. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. On parle des problèmes en France avec le cannabis, la sécurité routière. Puis Pierre, vous arrivez avec des études qui disent que des jeunes en bas de 15 ans qui fumeraient du cannabis, du pot, auraient des problèmes. Dans 5 à 6 vous avez dit? Augmente 5 à 6 fois leur chance de développer une schizophrénie. Alors, ce qui est énorme, ce qui est très significatif. Alors, on peut bien s'époumoner, Pierre, on prend le problème par où quand on est parent? Et là, pour ceux qui vont grimper d'un rideau, qui vont me demander quelle étude en question, j'ai recueilli ça lors d'une formation professionnelle, et c'est des conférenciers qui sont allés chercher ça dans des symposiums internationaux. Là, j'ai pas la référence exacte.
OK. Alors, S'il vous plaît, ne me tombez pas sur la tomate. Ça a été mentionné à un groupe de psychiatres qui écoutaient des psychiatres qui étaient allés écouter des conférences. Puis au moins, c'est des données. Oui. C'est des données, puis si elles sont significatives, puis s'il y a d'autres études qui sortent, Pierre, c'est que on va finir par trouver ça comme des faits. C'est bétonné, ça devient des études bétonnées. On parle à Danny. Bonjour, Danny. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Denis. Vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Bon, ça fait plaisir de parler de Dr. Maillot. Oui. Mes hommages à Mme Ross. C'est Bonjour. une bonne équipe. Puis je voulais dire, moi, au sujet du cannabis, moi j'ai 35 ans, puis quand j'étais jeune, là, ma mère en faisait pousser là, chez moi. C'est de la manière j'ai essayé ça, parce que moi je savais pas c'était quoi, mais mes amis, à un moment donné, il y en a qui ont des frères ou des sœurs plus vieux qu'eux. Puis ils ont Votre dit, mère, votre mère était à l'avant-garde d'un mouvement qui s'est propagé comme se propagent les racines du chien dent. Ça fait 30 ans que ça fait Ouais. que c'est comme Puis, ça. disons qu'à cette époque-là, c'était pas les cannabis qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché, là, c'était des génétiques qui avaient très peu de THC. Ouais, t'es un peu Mais plus tout de fort. même, pour un jeune de 12 ans, là, c'était assez pour nous faire rire un petit bout, là. Tu vois. Et ben, j'ai essayé ça, je dirais une couple de fois à cet âge-là, puis ensuite, de 15 à 25 ans, je l'ai consommé là, de façon là, abusive. Là. Vous vous êtes drogué solide de 15 à 25 ans? Ouais, ben c'était plus du hashish à cette époque-là. Là. Oui, oui, c'est la résine. Hey, est-ce que vous saviez qu'il y en a, il y a des Québécois qui se font du hashish sur le poil? Moi, je n'entends pas. Ben là, j'ai appris ça, moi, là. Mes patients, vous savez, les patients psychiatriques, c'est une mine d'informations extraordinaire. Ils m'ont tous raconté ça, puis c'est rien. Il y en a qui me racontaient la recette. Ouais. Ouais, sur le poil, mais c'est dangereux, ça peut exploser, par exemple. Parce qu'il y a deux façons. Il y en a une avec, je me souviens, j'aurais dû l'écrire, là, en tout cas, il m'a tout raconté la recette exacte, parce que son frère s'est fait pogner, son frère s'est fait embarquer par la SQ, parce que la SQ est arrivée, et puis là, écoute, ça sentait le diable dans la maison, mais là, c'est son chum qui est en train de se faire du hache sur le poil. Ben oui. Fait que lui, il est embarqué comme complice. Je pense que c'est d'autant plus dangereux le hashish parce que ça concentre le THC là, énormément là, dans la résine. Ouais. Tandis que le cannabis, là, ce qu'il y avait anciennement, c'était un THC d'environ 2-3 là. Aujourd'hui, ça peut être à quoi? Aujourd'hui, là. Ça peut être quoi aujourd'hui, C'est Danny? 10-12, je pense. Ben, moi, là, ce que j'ai su comme information, c'est alentour de 20 là, Ouais, qui est sur le marché, là. Ouais, c'est pas 10-12, en tout cas, je sais pas. Ben, en tout cas, c'est un enquêteur qui met dessus les analyses qu'ils ont fait, là. 10 fois plus fort. Parce que le but du crime organisé, c'est de faire du profit, puis c'est ce que les gens recherchent, fait que c'est ça qu'ils leur donnent sur le marché, puis ils bougent ça avec toutes sortes de produits chimiques. Ils en prennent bien soin. Ils en prennent simplement bien soin. Ils donnent au plan les conditions optimales de pousse. Oui, alors, mais par contre, ça devient un produit, je pense, d'autant plus toxique à ces niveaux là, de THC-là. Là. Mais vous avez été pris avec ça, Danny, de 15 à 25 ans. Oui, ben, un moment donné, j'ai arrêté parce que j'avais suivi des cours là, pour être pompier. Ah, regardez donc! Fallait prendre des prises de sang, fait qu'il disait 45 jours. Ça me donnait l'occasion de voir si je t'accrochais à ça. Ouais. Puis, il n'y a aucun... ça dépend peut-être des gens, là, mais je pense qu'il n'y a aucun effet secondaire à ça quand t'arrêtes. C'est un petit peu de volonté. Là. Non, il n'y a pas de sevrage. C'est comme n'importe quoi. Là, t'arrêtes, ça finit là. Oui. Ouais. Puis aujourd'hui, je fume encore à l'occasion, là, mais c'est pas mal plus rare. Puis heureusement, j'ai pas eu de séquelles comme le docteur parlait tantôt là, du cerveau. En tout cas, pas que j'ai remarqué. Ouais, ben vous avez... ça augmente de 5 à 6 fois la chance de développer la schizophrénie, ce qui est pas chic. Avez-vous des enfants? Oui, moi j'en ai. Puis quand est-ce qu'on lui fait pousser un petit plant de pote? Non, ben je pense que une des façons, là, moi, on était peut-être plus laissé à nous autres mêmes dans ce temps-là, puis il y en avait autour de la maison, fait que c'était facile de l'essayer, là. Parce que c'était dans le jardin. Danny, ça répond pas à ma question. Quand est-ce que vous le faites comme votre mère? Vous lui faites pousser un petit plant de pote? Bon, j'en ai déjà fait pousser. Ben oui, je sais. Parce que j'aimais mieux d'en avoir, là, dans je sais tout ça. Là, vos enfants ont quel âge, là? Ma plus vieille, elle a eu 11 ans, là. Ben oui, 11 ans. Quand est-ce qu'on y fait fumer un petit joint? Non, ça, je pense que ce sera elle de décider quand elle sera non, tu sais, écoutez, ben oui, mais un petit joint, ben l'autre qui pogne le cul, là, non? Si, je pogne le cul? Non, j'ai dit un autre qui pogne le cul. Quand est-ce qu'elle va commencer à fumer son petit joint, avec un autre qui joue dans le derrière, là? Non, mais vous savez, je pense que si on prend soin de nos enfants, puis on s'en occupe, qu'on fait des activités avec eux autres, ils n'ont même pas ces idées-là. Ah, ouais? À l'époque, moi, on arrivait avec la clé dans le cou, puis on préparait du souper, bien souvent, pour notre mère, quand elle était pas arrivée de travailler. Arrêtez donc! C'était pas tout à fait les mêmes conditions. Moi, ma femme était à la justement, maison, tantôt, puis, je disais que
une des conséquences des garderies pour bébés, c'était précisément l'augmentation massive de la consommation de drogue. Mais Pierre... C'est une logique, ça. Arrêtez donc. Hey, on Ouais, va- mais quand on a décidé d'avoir C'est des si enfants, logique ma que ça, femme, comment ça se fait qu'il y a juste moi qui le dis? Bon, c'est peut-être vous qui osez juste le dire. Là. Il y en a beaucoup qui le pensent. Là. Il s'en vient 6 Ouais, milliards pour les à 18 garderies. ans, là, à 18 ans, avec ma copine, là, quand on a commencé à parler d'avoir des enfants, c'était clair. Si on avait des enfants, on restait à la maison. Puis moi, je travaillais là, 2 fois plus. Arrête de donc. Ben, peut-être que quand on vit des choses, quand on est enfant, on veut pas répéter la même chose pour les notes. Si on juge que ça n'a pas été... ça n'a pas été une bonne éducation. Lui avez-vous dit à votre mère que ça n'avait pas été fort, son projet de vie? Bon, j'étudie, peut-être pas clairement, non, mais je suis pas sûr qu'elle serait capable de l'entendre non plus. Là. Ah! Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous pensez qu'elle réagirait? Si vous lui disons, disiez? il y aurait peut-être par la négation ou il y a des gens qui n'ont pas nécessairement l'ouverture d'esprit pour aborder ces sujets-là, puis ça ne leur apportera pas grand-chose, puis moi non plus d'ailleurs. Elle a quel âge, la botte digne mère? Elle a 58. Oh boy, il est pas bien. Ils se sont séparés, on était majeurs. Par contre, j'avais 18 ans. Là. Ouais. Puis elle, probablement qu'elle avait toujours été aux femmes à l'intérieur d'elle-même, puis elle a décidé quand on était majeur de le vivre. Là. Ah bon? Puis ça, j'ai pas de problème avec ça. Elle est passée... son petit bonheur. Elle est passée dans le camp adverse. Ouais. Elle a décidé d'aller brouter une petite touffe. Ouais, manger de la pelouse d'une autre façon. C'est ça, elle a passé du cannabis à la petite touffe. Mais Dany, vous avez eu la générosité de ne pas faire vivre ça à vos enfants. Ben non, c'est ça. Hein? Nous autres, on s'en occupe, on essaie de lui donner du temps. Je suis pas souvent à la maison, mais quand je suis là à 100%. Là. OK, Dany. Merci. C'est bien, merci. L'essai est bon. Bon, le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. On parle de consommation de cannabis, des conséquences sur la santé cérébrale de plusieurs adolescents. On parle de sécurité routière en France. Il y a des chiffres qui sont éloquents. 40% des jeunes en bas de 30 ans qui se sont tués entre 2003 et 2004 avaient consommé du cannabis. Ils en avaient dans le sang pour 30%. Et le 10 autres %, c'était des habitués qui n'en avaient pas nécessairement au moment des accidents. Alors, il y a une incidence. Oui. Comment tu dis non à tes enfants quand t'en consommes toi aussi, Pierre? Ce qui arrive, c'est que si tu t'en occupes comme du monde, Dany m'a laissé... il m'a vraiment surpris. Hein. Je m'attendais pas à ça. Il m'a pris par surprise, lui. Là. Il a tout à fait raison. Si tu t'occupes de tes enfants, tu n'auras pas tellement à dire non à la drogue. Pas à 11 ans puis à 12 ans. C'est ça, probablement. Parce que lui, il a 13 ans, à 14 ans. Oui. Non, c'est que je pense que lui et sa conjointe, là, au-dessus, ils ont décidé non pas de leur mettre une clé dans le cou, mais de s'en occuper. Oui. Il a inversé la vapeur, lui. Et ce genre d'enfants-là ne font pas des bons clients pour les trafiquants de drogue. Par contre, les bébés crissés en garderie à 6 mois, là, grosse clientèle pour les trafiquants de drogue et pour les docteurs qui prescrivent de l'Ativan du Rivotril. Gros consommateurs, grosses consommatrices de tout ça. Et aussi, évidemment, là, le Paxil, le Fexor, puis, tu sais, ce genre de gugus-là. J'ai une bien mauvaise nouvelle pour vous, Pierre, laquelle? Parce que si le gouvernement libéral reprend du service, là, après le 23 janvier, il promet d'injecter 6 milliards dans les garderies. Vous l'avez entendu ce matin? Je trouve ça pathétique. Est-ce qu'ils tiendront? On verra, là, mais je trouve ça pathétique. Alors, on parle à Marcel. Alors, quand on dit qu'on est à contre-courant, parfois, je te dis que c'est à peu près ça. Oui, parfois. Marcel, bonjour. Bonjour, Janine. Bonjour, Marcel. Bonjour, Pierre. Moi, je vous dirais par le début, là, l'estipote. Moi, je suis le père d'un ado de 15 ans, là. J'étais séparé de sa mère depuis l'âge de 5 ans, mon fils avait 5 ans. Puis il a vécu en Gaspésie avec sa mère, puis je l'ai récupéré à 12 ans. Ouais. Aujourd'hui, il a 15 ans. Puis mon fils, quand il prend de la drogue, là, il capote. Ça, il saute dans la tête, là, parce qu'il y a déjà c'est un cocktail qu'il prend déjà. Il fait de l'hyperactivité, il prend du Ritalin, il fait le syndrome de la Tourette, il prend du Risperdal, il est asthmatique, il prend des pompes. Puis quand il fume des joints, ça saute dans sa tête. Puis quand tu disais tantôt, Pierre, que quand on a un enfant qui prend de la drogue, il faut se lever de bout. Moi, dans mon cas, j'irais même plus loin, je dirais que c'est la guerre. Il faut déclarer la guerre. Mais je me sens pas le dire, tout à fait. Comment on fait ça? La fermeté. Exactement. Puis je vais vous donner un exemple. À un moment donné, il était en crise dans sa chambre, là, puis il pichait des objets, puis il a fait des trous dans les murs. Ben les trous, il les a réparés après son trip ou après qu'il avait consommé sa drogue. Quand yes, sir. Là,
J'ai fait prendre le J-Proc, puis tu la bébelle, puis tu vas le faire. Comment, papa, comment? Ben, comme ça. Hey, là. tu vas l'apprendre, mon gamin. Exactement. Prochaine fois, tu vas y penser, elle va te prendre ton stock. Il a peinturé les murs après. Oui, monsieur, ça, c'est correct. Parlez-moi de ça. Ça, c'est une conduite d'homme. Il a plus jamais fait de trou dans ses murs. Arrêtez donc! Est-ce que c'est de consommer? C'est ça? Non. Non. Ça fait 3 ans que je me bats, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vais aller... Continuez. Moi, que je le vis, Pierre. Là, Continuez. Puis Janine. Continuez Moi, à faire ce que vous faites. Je vais aller voir la DPJ dans mon... Ah, non. Hey, embarquez pas DPJ là-dedans. Ben, Vol. Maxime, mon garçon, il est à Huberdeau, il vient à la maison la fin de semaine. Là. Ouais. À cause de ça, puis je me suis rendu compte que le problème majeur, c'est la drogue. Non, hey, wow, d'instant, là. La drogue est une conséquence d'un problème. Oui, Faites attention, là. exact. C'est une conséquence d'un problème qui a ses propres conséquences. Exact. Bon. Exact. C'est que le problème, là, c'est que vous avez flushé la bonne femme, puis le gamin avait juste 5 ans. Exact. OK? Exact. Alors là, la bonne femme, elle a fait quoi avec ce garçon-là, là? Tu sais, jusqu'où il a mangé les chenolles, là, faudrait aller voir, hein? Ben, c'est ça. Puis moi, je le sais, mais en tout cas, on va passer cette partie. Non, on peut pas. Non, on peut pas la passer. Parce qu'elle Ben, fait il a partie... commencé à consommer, Pierre, il avait 11 ans. Oui, je sais. Vous êtes allé chercher à cause de ça. Ça faisait 3 ans que je cherchais sa mère pour l'avoir, puis elle voulait pas me le donner. Ben oui, soin, là. Écoute, elle y a bouffé les chenolles, puis ensuite, là, elle y a présenté le pot, puis là, vous l'envoyez. Ben, C'est un cadeau de Turc, ça. Puis je peux te dire, Pierre et Janine, là, un enfant qui a un problème de consommation, là, il peut pas passer au travers s'il est avec une Non, il n'y a pas un problème de consommation, il y a un problème de drogue. de drogue. Ou appelez ça de la dope, de la drogue, mais il n'y a pas un problème de consommation, C'est votre vrai. fils. Il y a un problème de drogue. C'est bien différent. Mais il peut pas passer au travers. Pourquoi, Marcel, vous alliez Ben, dire... le point que je faisais, Janine, c'est que s'il vit seul avec sa mère, ça prend un homme pour mettre un Oui. stop à ça. Ça, Oui. je vous contesterai jamais ça. Jamais ça. Et puis là, ce que j'ai fait, là, c'est que vu que Maxime est à Huberdeau, dans un centre de Haute-Laurentide, j'ai contacté la DPJ, je me suis déplacé, j'étais allé au poste de police, puis j'ai demandé c'est quoi mes outils. Sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Il n'y en a pas d'outils. Les policiers... Non, c'est des Fait que femmes. là, C'est des femmes et des féminisés. Là, Écoutez, Marcel, s'il vous plaît, faites-moi Oui. plaisir. Ne demandez pas une solution à une femme. C'est très rare que vous allez en obtenir une. Puis, Janine, je le dis, je veux pas t'offenser, là, mais C'est une bien. solution sérieuse à un problème important, s'il vous plaît, ne pas demander ça à une femme. Ça Ben dépend dans quelles moi, je me suis levé de bout, circonstances. Pierre, puis Janine. Moi, je me suis levé de bout, là, puis je suis allé voir la police à 3 reprises. Puis là, je leur ai dit, là, ce que je vais faire, là, mon enfant, là, mon fils, là, il y a à peu près une dizaine d'ados qui fréquentent dans mon secteur chez nous, là. Ouais. Là, je vais aller voir chaque parent de ces enfants-là. Puis je vais les aviser. Oui. Si jamais mon fils les fréquente de nouveau puis qu'il consomme de la drogue avec eux autres ou qu'il fume de la drogue avec eux autres, que je m'en allais au poste de police puis qu'il y avait leurs adresses, le nom, puis qu'ils s'emmenaient chez eux faire une toxicité. Ça, c'est pas bête. Excellent. Ça, c'est pas bête. Depuis que j'ai fait ça, Pierre, là, mon fils, il n'a plus de rendez-vous avec ces jeunes-là. Il va plus, il est plus attendu. C'est puis efficace, Ah hein? bon? Ah bon? Efficace. ça a tombé. Oui. Ah Ça bon? a tombé. Puis Ah l'autre bon? chose que... Et quelle réception avez-vous eue des parents de ces chers enfants? 50-50. Il y en a qui s'en foutaient comme dans 40. Il y en a que j'ai jamais pu rejoindre. Les autres, ben, il y a l'autre 50, c'était correct. Ils comprenaient mon geste et ils étaient d'accord. Puis je vais te dire, Pierre oui. et Janine, dans le secteur où je demeure, puis je suis pas sûr que c'est partout de même, là, les ados que je reconnais, puis que je spot, que je vois, là, à 90%, ils prennent la drogue. Ah oui, c'est un fléau. Non, Ça c'est commence à être un méchant fléau. Vous savez, l'histoire de Boisclair, avec son histoire d'erreur de jeunesse concernant sa cocaïne, alors qu'il était ministre, j'ai l'impression que cette histoire-là a été très mal traitée par les médias du Québec, qui ont été extrêmement complaisants. Mais il y a un Et paquet c'est de sondages. de Pierre. devenir complaisant face à la drogue est très dangereux. On joue pas avec du brocoli. D'après les Non. sondages, Pierre, nous sommes complaisants. Oh, Nous yes! sommes, c'est écrit. Oh, yes, j'achète ça, Janine. Ouais. Oh, Ouais. complaisance? Parce Hey. qu'on pardonne plus ça que d'autres crimes. C'était dans les journaux là, hier. On pardonne pas, on est lâche. Et ça demande un sacré courage que Exactement. vous êtes en train de faire, Marcel. On est là. Si on ne fait pas ça, le fléau va simplement se propager. Alors, Pierre, passez- ça fait 3 ans que ça dure. Janine, ça fait 3 ans que je me bats, là. Oui, oui. Savez-vous quel a été le meilleur outil pour finalement arriver à une compréhension envers mon fils pour la drogue? Le meilleur outil, ça a été le pot lui-même. Maxime a consommé à un moment donné, puis il a eu des palpitations.
Le cœur, il s'est mis à se battre. Là, il paniquait, puis moi, j'étais parti aider ma soeur à faire quelque chose. Il m'appelle sur le téléphone. Papa, je vais mourir, je vais appeler l'ambulance. Puis, wow, c'était mon fils, calme-toi, qu'est-ce qui se passe, là? Là, il m'a avoué, il dit, j'ai fumé à moitié d'un joint, puis il dit, le cœur me débat, puis je vais mourir. Je dis, Maxime, il n'y a personne qui meurt de fumer un joint, là. Va-t'en dans le lavabo, là, va te mettre de l'eau froide dans le visage, regarde-toi dans le miroir, puis parle-toi. C'est toi qui décides, qui contrôle dans ton corps, dans ton âme. Ramène-toi, là. Puis va chercher une bouteille d'eau, puis bois de l'eau, puis je m'en viens à la maison. Mais je vous jure, quand je suis arrivé à la maison, j'ai pas eu besoin de rien faire. Il m'a remis le sac de potes qu'il avait acheté. Oui. Oui. Hein, il a eu peur. Puis c'est la première fois que je ressens que j'ai une arme face à ce fléau-là. Ouais. Mais Marcel, moi, je retiens, puis je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui vont retenir ça, mais quand tu te rends compte des amis, que les amis de ton fils l'approvisionnent, tu vas voir les parents de ces jeunes-là. Ça, là, l'impression que c'est une marde de bonne piste. Ah, ma troisième idée, là, sûrement, Janine, à ma troisième visite au poste de police, là, ils ont commencé à venir dans mon secteur, puis je les vois le soir, ils se promènent, puis ils font des cercles, ils viennent faire des petits check-ups, puis si vous insistez auprès de la police, ils vont venir voir dans votre secteur, puis ils vont faire des check-ups. Mais je regrette, on ne peut pas s'en remettre aux policiers pour contrôler le fléau de la drogue, c'est pas vrai. Mais parce que je me battre avec mes moyens, là. C'est ça. Non, d'accord, mais les démarches, c'est à chaque parent de le faire et non pas à la police. La police ne peut qu'arrêter les grands trafiquants de drogue. Le reste, là, surtout dans le cas du cannabis, la police peut rien faire. Savez-vous pourquoi que la police est impuissante? Parce que les citoyens cultivent leurs potes eux-mêmes. C'est même plus un trafic qui vient de l'extérieur. C'est un fait. Hein? Et à partir du moment où les Québécois font du hashish, écoute, on n'a même plus besoin d'en faire venir. Ouais, alors, mais moi, la police ne peut rien faire parce que c'est en train de devenir une norme que de se droguer à ce produit-là. Est-ce que c'est en train de... D'où l'importance de légaliser et d'informer, comme on le fait là, à notre tribune. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À partir de quel âge qu'on peut se permettre de tolérer ça? Votre histoire, Pierre, de décriminaliser, là... J'ai eu de l'aide, Janine Picard. Oui, Il y a aussi M. Robert Venn, de la DPJ, qui s'est déplacé au poste de police, qui est allé les voir, puis qui... un homme à la DPJ? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ben, il est excellent, d'ailleurs. Hein? Puis je vous crois, écoute, un homme à DPJ. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Depuis sa visite à lui, Pierre, là, la police se déplace. Puis il vient de voir, puis il parle aux jeunes des coins. Puis... En tout cas, ça fait peut-être pas grand-chose. Marcel, on a encore besoin d'hommes pour faire rouler la société. Les bonnes femmes ne peuvent pas tout faire. Au niveau du problème de la drogue, c'est sûr. Merci beaucoup, Marcel. En tout cas, donné des bonnes idées. Pierre, pour revenir sur les femmes, quand tu as des adolescentes qui sont attirées par la dope de la même façon que les garçons, c'est pas les pères, là, à ce moment-là. Les pères peuvent intervenir au niveau de ceux qui fournissent la dope, mais les mères ont un travail à faire aussi. Non. Auprès des filles, non, pas des adolescentes. Non, pas contre la drogue. Mais là, qui va le faire? C'est les pères. La drogue est un problème d'homme, Janine. C'est pas un problème de femme. Et elles vont être complètement impuissantes, ça donne rien. Il y a des adolescentes, Pierre, qui tombent là-dedans, à peu près, puis qui revendiquent ça pour faire partie du groupe. J'ai bien entendu, Janine. Oui. C'est que le problème de la drogue est un problème d'homme dans son solutionnement. Mais je le comprends. Okay? Je le comprends, Pierre. Quand un gars de 15 ans qui en prend régulièrement, oui, c'est une intervention d'homme, que ça demande, puis non seulement auprès du fils, mais du réseau qui alimente le fils. Mais quand c'est la fille, c'est le même travail? La même chose. La même chose. Oui. Le sexe de l'enfant n'a pas d'importance lorsqu'il s'agit de lutter contre la drogue. Par contre, la relation mère-fille n'appartient pas au père. C'est ça. Et c'est là que tu peux venir consolider des choses. Bon, il y a une différence entre le problème de relation mère-fille et le problème de relation fille-drogue. Comprends-tu? Au niveau d'enrayer l'approvisionnement, oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Le problème de la drogue, que ce soit un garçon ou une fille, c'est aux hommes à s'occuper de ça. Par contre, la relation mère-fille qui a été foquée, par exemple, c'est à la mère de réparer ça, là, c'est pas au père. Fait que pour l'approvisionnement, aller à la source. Moi, je trouve ça génial, l'histoire de Marcel. Tu vas confronter les parents du groupe d'un adolescent. Là, t'arrives, tu leur dis pas, vos enfants consomment de la drogue. Non. Vous dites... Vous alimentez le mien. J'ai de mauvaises nouvelles. Vos enfants se droguent, chers voisins. Puis l'histoire de la légalisation, est-ce que tu viens pas tuer quelque chose qui est attirant pour les adolescents? C'est légalisé, c'est plate. Est-ce que c'est un peu dans cette optique-là, Pierre, que vous le voyez? J'ai plus d'un chat dans mon sac.
Est-ce qu'on banalise trop l'usage du cannabis pour se retrouver avec des problèmes avec les adolescents? En tout cas, comment chaque parent réagit quand il apprend que son enfant prend de la drogue, prend du cannabis? Ça drogue. Oui. Pourquoi pas utiliser les vrais mots? Alors, on parle à Maxime. Bonjour, Maxime. Bonjour. Bonjour, Maxime. Bonjour. Moi, j'aimerais ça, premièrement, qu'on se calme un petit peu. Parce que je trouve que là, on met tout le monde dans le même panier. Expliquez-vous. Ben, je trouve que, comme le monsieur tantôt, son problème est des fils de comportement, il prend du Ritalin, il prend des choses. Je crois que il est capable de voir que s'il prend toutes ces choses-là, il ne doit pas prendre de la marijuana. C'est pas pareil qu'un petit gars qui n'a pas de problème pantoute, puis qui en prend pour le fun comme ça, pour faire du fun avec ses amis. Non, le pot, là, on prend pas ça pour faire le fun, là. C'est qu'il y a des scientifiques qui avancent maintenant que le pot, avant l'âge de 15 ans, augmente les chances ou le risque de 5 à 6 fois de faire la schizophrénie. Ça, je comprends très bien. Allô, cadeau, allô, fun, là. Il pourrait pas aller s'amuser avec autre chose? Non, je comprends qu'avant 15 ans, c'est très normal même de défendre ça. Je comprends, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Bon. Mais rendu plus loin que ça, je crois qu'il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a à qui ça leur font très bien. Et ouais. je suis capable de faire beaucoup de fun là-dessus. Racontez. Bon, moi, premièrement, je suis un fumeur de marijuana. J'ai pas peur de le dire. Vous êtes un poteux. Hein? Vous êtes un poteux. Oui, exactement. À quelle fréquence vous potez? Ben, au moins une fois par jour. Tous les jours? Oui. Ben oui. Et c'est pour vous faire du fun? Ben, moi, je trouve que ça me relaxe, ça me permet de me détendre. Comme là, moi, je suis ébéniste. Oui. Bon, quand je finis de travailler, souvent, j'aime bien ça. Je m'en fume un petit, puis ça me relaxe, puis je suis bien normal. C'est souvent ce qui est invoqué. Puis à ce moment-là, Maxime, c'est pas social, vous faites ça tout seul. Non, je fais ça avec d'autres mondes aussi. Ça peut être tout seul ou avec d'autres personnes. Mm-hmm. Fait que c'est pas un geste social. Vous le faites intégrer à votre routine quotidienne, on pourrait dire. Oui. Moi, je trouve que c'est pas plus pire que la cigarette. Ah bon? Non, c'est pas plus pire, pas en tout. Eh ben... Il s'en porte bien. Bon, en tout cas, Pierre, c'est ça, c'est populaire de plus en plus. C'est normalisé. Il y en a qui trouvent, c'est ça, banalisé, normalisé, puis il y en a qui se relaxent. Avez-vous fait des études épidémiologiques au pays pour dire que c'est pas plus pire que la cigarette? Non, mais je pense que... Il y a 50 ans, là, on entendait dire que la cigarette, il n'y avait rien là. On connaissait tout quelqu'un qui avait 80 ans, qui avait fumé toute sa vie, puis qui était pas mort de ça. Oui. Vous vous souvenez de ça? Oui, je m'en souviens. Jusqu'à temps qu'on réalise qu'il y en a un maudit paquet qui sont morts du cancer. Là, il y a le père d'une dame que j'ai rencontrée tout à l'heure, là, qui a 73 ans. Il faut qu'il soit 18 heures par jour avec oxygène parce qu'il est emphysémateux suite à son fumage. Il se passe même, il arrête son oxygène pour aller fumer une puff. Donc, c'est aussi pire que la marijuana? Là, je le sais pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez bien prêté oreille, c'est qu'une fois qu'on l'aura légalisé, on va pouvoir l'étudier. Oui. Parce que pour que des bozos comme vous viennent pas nous dire publiquement, mais il n'y a rien là, c'est le fun. Parce que tu trouves difficilement des cobayes quand c'est pas quelque chose qui est légalisé, bien évidemment. On n'a pas le droit, les médecins n'ont pas le droit de l'étudier. C'est ça qui est plate. Non, ils n'ont pas le droit. C'est ça qui est plate. Alors n'importe quel bozo qui se drogue à ça vient nous dire... Puis c'est pas grave, regardez-moi j'en prends, ça me fait rien. Puis c'est vrai, Pierre, qu'il y en a qui ont l'air tout à fait fonctionnels. Il y a pas de... Ça, là, allons-y voir. Votre fonctionnalité, Maxime, là, ça, on pourra examiner ça sur des grands groupes. On pourrait examiner ça. Je crois que je fais un très bon métier. Je réussis très bien dans la vie. Bon. Et j'ai aucun problème. Je crois que... Ça, on verra sur des grands nombres, mon ami, et on va laisser ça à des chercheurs qui vont faire des études bien structurées et qui vont en prendre 500 des comme vous et qui vont les comparer à 500 qui potent pas. OK? Ça pourrait se faire. Oui, ça va se faire. Soyez sans crainte, ça va se faire, puis on verra les conclusions. Et si vous avez raison, ben, coudonc, vous aurez raison, puis c'est tout. Ça. Mais comme on voit, je suis une personne très normale, je suis pas une personne... Oh, je le sais pas, non, je vous ai pas examiné, là, puis je vous... Non, écoute, ça prend pas 2 minutes avant de dire que quelqu'un est anormal ou pas, là. Puis est-ce que ça a atteint votre fonctionnalité? Je le sais pas, vous le savez pas, et puis ça nous prendrait un petit peu de temps pour le trouver. Mais seriez-vous capable, Maxime, une chose, de pas en prendre pendant, par exemple, 1 mois? Oui, ça, je suis très capable. Quand j'ai eu une blonde qui aimait pas trop ça, j'ai arrêté pendant 6 mois de temps. Ouais, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 19 ans. OK, vous connaissez du monde qui prennent de la bière autour de vous?
Hein? À 19 ans, il prenait une caisse de 12. Oui. Il n'y avait pas de problème, hein? Oui. 20 ans plus tard, ils ont-tu un problème? Oui, j'en connais. Bye, Maxime. Allez réfléchir un petit peu en gossant après le bois. Bye. Merci de votre appel. Quand même, ça éclaire, Pierre. Il y en a qui disent, bon, je fais ça de façon quotidienne, pas plus, pas moins, puis je fonctionne. Jean-Christophe a un bon point. Oui, mais 20 ans plus tard? C'est ça. Non, on ne sait pas. Hein? 20 ans plus tard de pétard? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce qu'on banalise trop l'usage du cannabis? Notre question aujourd'hui, que peuvent faire les parents? Pierre, je vous ai déjà entendu dire que la consommation de cannabis pouvait favoriser le déclenchement de la schizophrénie, même plus vieux, chez ceux qui en étaient porteurs. Pas tout à fait. Non, y a-t-il une nuance avec l'information que vous avez donnée au début? Non, pas tout à fait. Non, c'est pas la même chose. Ce que j'ai dit, c'est que les individus qui sont traités, qui reçoivent un traitement aux antipsychotiques contre leur schizophrénie, vont voir le traitement être annulé. Oui. Par la prise de cannabis. Par la prise de cannabis, comme par la prise d'alcool. Les deux font la même chose. Bon. Par contre, la cocaïne, le PCP, l'ecstasy, va carrément déclencher un épisode de schizophrénie chez quelqu'un qui était asymptomatique jusque-là, c'est là la génétique. Mais là, c'est aller plus loin. Il y a des chercheurs qui disent que lorsque le cannabis est pris avant l'âge de 15 ans, ça augmente le risque de schizophrénie de 5 à 6 fois. C'est énorme comme risque, là. 5 à 6 fois, c'est beaucoup. Mais est-ce qu'il faut que l'adolescent soit porteur de ce gène-là, Pierre, nécessairement? Ou si ça active, ou si ça vient briser quelque chose? Écoute, ça se pourrait que ça vienne activer des gènes. Ça aurait un effet d'activateur sur certains gènes. Parce que la schizophrénie, de plus en plus, là, on s'en va vers une cause, une étiologie polygénique, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs gènes d'impliqués dans la maladie schizophrénique. Oui. Et non pas juste un. Bon. Comme la couleur des cheveux, par exemple, la couleur des yeux. C'est déterminé par un gène, où il y a des maladies qui sont déterminées sur le modèle récessif ou dominant par un gène. Mais là, dans le cas de la schizophrénie, oubliez ça, là, puis la psychose maniaco-dépressive, de plus en plus, c'est polygénique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gènes. Il y en a un qui n'active un autre, qui va activer l'autre, qui va activer l'autre. Tu comprends? C'est extrêmement complexe. Un peu en chaîne, ou 2, 3, ou... Oui, c'est complexe. Ça crée une réaction en chaîne si ça attaque un gène qui a un impact sur un autre. Si tu prends du cannabis ou du PCP une fois adulte, là, puis que ça déclenche quelque chose... Non, pas le même effet. Pas le même effet? Écoute, le cannabis, je ne crois pas que le cannabis soit un activateur de la schizophrénie chez un adulte. Ça, j'y crois pas tellement. OK, ça, vous cliniquement, là. Parfait. Mais c'est mauditement efficace pour annuler le traitement de votre schizophrénie lorsque vous recevez un traitement. Cannabis-alcool. Oui, cannabis et alcool, ça annule le traitement, ça c'est définitif. Ça vous lave le sang de votre... probablement par l'activité au niveau du foie. Ça fait qu'il se débarrasse plus vite de son médicament, quelque histoire comme ça. OK. Alors, c'est quand même des précisions pour essayer de se retrouver dans tout ça, puis les impacts de toutes ces prises de produits. Alors, on parle à haut de... Attends un petit peu. Maintenant, l'excès de cannabis, l'excès de pot chez un adulte, ça amène des changements de personnalité. Par quel mécanisme au niveau du cerveau, on ne le sait pas trop. Mais ça fait de quoi, ça, je peux te l'assurer. Même chez l'adulte? Ils deviennent les poteux, pardon? Même chez l'adulte? Oui. Les poteux adultes deviennent nono, désintéressés, perte d'ambition, perte d'énergie. Non. Puis ils peuvent même développer une cirrhose du foie. Mais suivant la fréquence, quelle fréquence? C'est ça, vous n'avez pas suffisamment d'études, même en toxicologie, Pierre. Voilà, chère Janine. C'est important compte tenu que c'est répandu, là, comme la peste. Maintenant, il faut vivre avec ça. C'est répandu. Puis les Québécois, ils potent, ils veulent se droguer au cannabis. Bon. Puis ils le font, puis il n'y a rien qui va arrêter ça. Puis ils cultivent le plant de pot un peu partout, puis vogue la galère. OK? Alors, face à ça, on n'a pas le choix. On dit, OK, correct, le monde. Vous êtes majoritaire. Vous êtes assez de monde qu'il va falloir accepter le fait que vous voulez vous droguer. Maintenant, on change de route. La répression, c'est terminé. On va vous informer. On va étudier les effets, puis on va vous informer. Comme avec la cigarette, comme avec l'alcool.
Donc c'est ça. Au niveau de l'information, vous pensez que vous pourriez marquer des points, mais Pierre, il y a des départements de toxicologie, il y a des études, à l'hôpital, ils envoient des cas. On a quand même certaines informations. Non, trop peu. Trop peu. C'est pas colligé, Janine. Parce qu'il y en a qui se retrouvent à l'hôpital, puis ils savent exactement quels sont les produits qui ont été consommés et tout, là. Non, la plupart du temps, vois-tu, c'est plusieurs drogues, puis ils n'arrivent pas à faire des cohortes là, homogènes pour étudier, non, c'est pas... C'est très surprenant. Ouais. Hey, ça fait 30 ans que ça roule. 30 ans. Ils peuvent pas, puis le médecin se retrouverait dans l'embarras, vois-tu. Si le médecin, par exemple, ramasse 20 poteux, puis il se met à les étudier, puis la police se fourre le nez là-dedans, ça va tout démolir l'étude. Non. Parce que les vétérans du Vietnam, il y en a eu de la dope là-bas, là. À pleine poche. Tu dis, ça aurait pu servir de... C'était de l'héroïne, c'est ça? C'était autre chose. OK. Alors, on parle à Audrey. Bonjour, Audrey. Oui, allô? Bonjour, Audrey. Moi, c'était pour dire... quand moi, j'étais un petit peu plus jeune, j'en consommais du pot. Puis moi, ma mère, elle a toujours essayé de me faire arrêter de faire prendre ça, arrêter de chummer avec ses amis-là. Puis qu'est-ce que ça a fait pour moi? Ça m'a comme éloigné de ma mère, plutôt. Oh. Tu sais, Vous avez une femme qui règle un problème, vous? Habituellement, elle augmente le problème. Ouais, mais ma mère était toute seule pour s'occuper de moi. Ah, je sais. Et tu sais, Je sais, on pourra pas blâmer, le bonhomme n'était pas là. Parlez-nous de votre père. Quel genre de... Ah, ben mon père, c'est un super bon monsieur, mais je le voyais pas, tu sais. Mes parents, ils me disaient... Un fantôme. Ils me disaient, vas-y quand ça te tente, tu sais. Fait que moi, je trouvais ça plate, fait que j'y allais pas trop souvent. Pardon? Ça vous tentait pas tellement souvent d'aller chez le super bon monsieur? Ouais, parce que il restait full loin en campagne. Ah oui, full loin. Ça faisait un full voyage. Ouais, c'est ça. Je pouvais plus, tu sais, voir des copains puis tout ça. Puis c'est ça que ma mère, elle voulait. Non, mais vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens. Fait qu'elle s'arrangeait. Avez-vous déjà vu une jeune fille qui a un père qui est un super bon monsieur, qui demeure full loin, ben il va pas? Parce que ça aurait été full bon? Non, parce que... Non. Non, c'est pas ça que je veux dire. Fait que votre discours n'a pas d'allure. Alors, prenez ça au début. Ce que je veux dire, c'est que moi, mon père, je pouvais aller le voir quand que je voulais. Il était bien gentil puis tout ça, mais ça m'intéressait pas d'aller là. Je pouvais pas voir des copains, je pouvais pas sortir. J'étais pognée sur une ferme. Regardez, le mensonge à soi, là, il n'y a rien de pire que ça. C'était quoi son problème à votre père qui faisait que vous n'aviez pas envie d'aller le voir? Restait loin. Ben, il faisait pas grand-chose. Non. Il faisait pas grand-chose. C'est-à-dire? Il restait assis dans le salon puis il écoutait la télévision. C'est un bien-être social? Non, il travaille. Non, mais il faisait quoi? Ben, il travaille dans une shop. OK, il travaillait dans une shop puis il s'assisait dans le salon. Ben, quand que j'allais là, il placotait avec moi, mais c'est ça qu'il voulait, tu sais. Tu sais, il voulait me voir, mais... Non, c'est pas ça que je vous demande. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 20 ans. 20 ans. Bon, vous êtes jeune, on va mettre ça sur le dos de la juvénalité. Bon. Qu'est-ce qui faisait que cet homme-là ne vous intéressait pas plus que ça? Quand que t'es jeune, tu vas voir tes chums. Puis moi, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il y avait, ce bonhomme-là, qui n'était pas attrayant pour vous? Ben, il faisait rien. Bon. C'est pas compliqué, là. Merci. C'est clair. Il était comme plate. Pierre. Il était plate à mourir. Oui, je m'ennuyais. Bon, merci. On commence à dire les vraies choses. Ça a pris du temps. Parce que si on reprend la même situation, Pierre, comme je la comprends, si, Audrey, votre père vous avait dit, tu peux venir ici avec des amis. Oui, ça vous aurait restiez été un petit peu loin. Ça aurait été différent. Oui. Là, il aurait été plus attirant. Continuons la liste. Il faisait rien. Je m'ennuyais. Quoi d'autre? Allez-y. Ben, pour ça, j'ai rien à y reprocher, là. Il ne s'intéressait pas à moi, n'est-ce pas? Peut-être un peu. Ben, peut-être un peu, tu sais. Hey, vous avez 20 ans, Audrey, là. Il va falloir faire rouler ça, ce que vous avez entre les deux oreilles, là. Hein? C'est dur à 20 ans, Pierre, de se mettre ça dans le face. Il va falloir faire rouler ça un peu plus, là. Vous savez, vous avez de la petite matière entre les deux oreilles. Ça, c'est fait pour des tâches très particulières. Entre autres, la réflexion. Hein, vous n'avez pas grandi là-dedans, la réflexion, vous, n'est-ce pas? Hein? Non. Bon. En tout cas, moi, ce que je veux en venir, c'est que ma mère, elle a beau essayer de faire ce qu'elle voulait pour essayer de m'aider là-dedans. Vous comprenez? Mais moi, j'étais comme boquée de mon bord. Votre mère, ça faisait son affaire que vous vous droguiez. Non, ma mère, ça ne faisait pas son affaire. Ça faisait son affaire. C'était une façon de vous tasser. Mais non, elle ne voulait pas me tasser. Elle voulait m'aider à vous croyez ça? Bien, certain. Ça peut exister, Pierre, des femmes qui veulent aider. Voyons donc. Ma mère, elle a tout fait. Ma mère a tout fait pour m'aider à ça. On appelle ça un full mensonge à soi, ma chère Audrey. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Full mensonge à soi. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ma mère voulait m'aider,
Pourquoi une femme ne peut pas aider son enfant? Hey, c'est une minorité de mères qui élèvent leurs filles comme du monde au Québec. Avez-vous compris ça? OK, ce que vous voulez dire, vous, c'est qu'on élève nos enfants, puis on leur dit, arrangez-vous quand on est une femme seule. Dans bien des cas, puis il y en a fait, la femme québécoise est bien plus hypocrite que ça. Une femme, elle veut élever son enfant, elle veut l'aider, elle veut tout faire pour que son enfant soit heureux. Pardon? Oui. Hein? Une femme, là, elle met pas un enfant au monde en lui disant, arrange-toi, mon enfant... Il y en a une maudite. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Audrey. Ouvrez-vous les yeux, vous avez 20 ans. Vous allez en voir des bonnes. OK, ça une femme qui va domper son bébé de 6 mois dans une garderie. Je vais mettre un enfant au monde, là, puis je vais lui dire, ben ouais, mon petit Joe, va te draguer, là, puis mec, que tu te reviennes assez buzzé, tu viendras ici, je vais te gueuler après pour pas être buzzé. Mais la plupart des mères, c'est ça qu'elles font. Ben, je sais pas quelle mère vous avez eu, vous, monsieur, là, mais moi, ma mère, elle a tout fait pour m'aider. Full mensonge! Ben, croyez-vous. Croyez-vous, si ça je vous crois pas en tout. Ben, craignez-moi pas. Faites ce que vous voulez, c'est quoi vous croyez dans votre tête. Mais moi, je sais ce que ma mère a essayé de faire pour moi. Puis, savez-vous quoi? Aujourd'hui, là, ça a fonctionné. Fait que checker pour une mère qui a pas réussi, là, vous êtes crissé les 2 doigts dans l'œil. C'est pas évident à trancher comme ça, Pierre. Sérieux? Il paraît que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais le 20 ans, elle s'en est sortie. Il y en a qui ont 20 ans et qui s'en sortiront jamais. Janine. C'est pas le père qui a aidé dans ce cas-là. Janine. Hey, pas sortie de l'auberge, la petite fille, là. On ne sait pas. On ne sait pas, Pierre. On lui a parlé 3 minutes. Janine, oui. La drogue est souvent un symptôme. Il ne faudrait pas l'oublier. Mais un symptôme, oui. On a vu qu'il y avait une lacune du côté paternel. Est-ce que la mère peut avoir des intentions de vouloir sauver sa fille, même si elle le fait pas tout à fait bien? J'aime beaucoup la montée d'émotion d'Audrey lorsqu'on a parlé de sa mère. Oui, j'ai remarqué aussi. Ouh, qu'on est dans les cordes sensibles, c'est bon. Oui, parce que c'est le seul parent qui est resté au front. L'autre n'était pas là. Alors elle va le défendre l'image. Elle va défendre l'image. Puis peut-être que c'est une bonne mère qui a fait ce qu'elle pouvait. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je veux dire, je peux pas en 3 minutes, là, jeter le blâme. Quand t'es le seul parent, Pierre... Non, je ne jette pas le blâme, je constate l'impact. On parle tout bonnement de sa mère. Écoute, elle est étreinte d'émotion. Oui, je sais. Ouais. Puis là, tu vas me faire croire que cette bonne femme-là voulait le bien de sa fille, puis elle a fait une bonne job de mère. Hey, mon œil. J'ai peut-être raison, Pierre. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, le psychisme humain. Mais le psychisme pourrait peut-être être responsable dans quoi? 40% dans ce dossier-là, puis 60% il y avait de la bonne volonté, conscience. Ça se peut-tu, ça aussi? C'est encore pire à départager. Ça se voit pas clair, là. Janine, c'est une chose. Je vais te dire ceci. La relation mère-enfant est la relation la plus importante qu'un humain puisse vivre. Oui. OK? Oui. C'est la relation la plus importante. Oui. Et pour l'être humain, de considérer, de constater que cette relation-là ait pu être défaillante jusqu'à un certain point est d'une douleur cuisante. C'est souffrant. OK. Effectivement. Parfait. Oui. Allez, Audrey. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Il y a un autre facteur, Pierre, qui est associé au cannabis. Puis une question qu'on pourrait se poser quand on en consomme régulièrement. Oui. Est-ce qu'on serait capable d'être en groupe puis d'être toujours avec du monde si on n'avait pas le cannabis? Est-ce qu'on est capable, dans le fond, de supporter, d'être entouré de personnes? Parce que c'est souvent associé à des regroupements. Il y en a beaucoup qui fument, c'est quand ils ont des amis autour. Oui, puis c'est pas nécessairement mauvais, ça, que ce soit un élément, un lien social. Le problème, il n'est pas là. Bon, il n'est pas là du tout. Parce qu'on pourrait croire dans certains groupes qu'il y a des incitatifs. Qu'on se rencontre, une gang, prendre une bière, il n'y a pas de problème là, au contraire. C'est une occasion, ça devient... c'est un outil de rapprochement ou c'est un élément. Parce qu'on est grégaire, mais pas si grégaire que ça, Pierre. Ouais. On a besoin d'un petit coup de pouce pour être grégaire. Mais on peut dans certaines circonstances. Puis certains vont dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on le croit qui font de la phobie sociale, mais sans verser dans ces grands vocables-là. Oui. Oui, c'est un élément de rassemblement. C'est un agent, pas un outil, mais un agent facilitant.
les interactions chez des personnes qui ne sont pas habiles sur le plan interpersonnel. Maintenant, pourquoi quelqu'un n'est pas habile sur le plan interpersonnel? Oh, là, ça devient une belle question. Il peut ne pas être sociable de nature, ça peut être et de croire, ça peut être induit aussi. Alors là, il y a beaucoup de monde naïf qui croit que quelqu'un se drogue un bout de temps, il arrête de se droguer, ses problèmes sont réglés. Allô? Dans bien des cas, ces problèmes commencent parce qu'il devient maintenant conscient, n'étant plus gelé mentalement, il devient plus accessible et possiblement plus conscient de ses problèmes. Est-ce que ça pourrait être une des raisons, c'est ça, pour lesquelles on n'arrête pas? Mais souvent, exactement, il y a des individus qui arrêtent de boire, puis arrêtent de se droguer, et là, quand ça fait 4-5 ans, mais ils ont 4-5 ans de vie de manquer, là, ou 8 ans ou 10 ans, hey, c'est pas comique, là. Mais ça saute au visage. C'est pour ça que la drogue à l'adolescence, là, ceux qui commencent à se droguer, puis ils se droguent pendant 5 ans à l'adolescence, ils ont manqué une phase de leur développement humain, là. Est-ce qu'on voit ça comme ça quand on est passé par là? Pierre, fille qui a appelé tantôt, là, 20 ans, ben, c'est drogué, puis sa mère... Hey, t'as manqué un bout, ma chouette. Puis tes problèmes commencent. Tes problèmes sont pas réglés, là. Admettant qu'elle en a pris pendant 5 ans, elle se retrouverait à avoir la même relation qu'elle avait avec sa mère quand elle avait 15 ans. Elle en a manqué un bout, puis là, c'est rien. Là, c'est rien. Sa mère a réussi à la convaincre qu'elle l'avait aidée. Alors, la mère est responsable du problème en grande partie, intervient pendant que la jeune se drogue, la convainc plus ou moins consciemment qu'elle l'a aidée, alors que c'est elle qui l'a foqué. Comprends-tu l'état dans lequel est Audrey, là, aujourd'hui, là? Elle est mêlée. Mais c'est peut-être comprends-tu pas... ses larmes, ses sanglots, puis là, être choquée, là? Oui. C'est parce que là, full mensonge à soi. La mère se l'avoue même pas, Pierre. C'est inconscient, ces jeux-là. La femme québécoise, elle peut être crissement hypocrite. Et elle n'a pas de limite dans son hypocrisie. Mais là, vous sous-entendez... Oubliez pas ça. Vous sous-entendez que la femme est consciente de ses agissements. Non. Conscient, inconscient, les deux mêlés ensemble. L'hypocrisie pure, pour moi, c'est clair, Pierre. T'es conscient, t'as un bon point. Tu doubles l'autre. T'as un bon point, mais c'est hypocrite pareil. Là, c'est l'inconscient qui devient fourbe. Il s'est retrouvé là-dedans, là. Wow! On parle à Daniel. Bonjour, Daniel. Salut. Bonjour, M. Maillot. Félicitations pour l'émission. Merci, Daniel. En appelant tantôt, je me demandais vraiment de quel bord vous alliez trancher aujourd'hui. J'étais curieux. C'est un sujet que ça fait longtemps que j'avais hâte qu'il s'amène. Oui, puis on va en reparler, parce que c'est une maudite cochonnerie, mais on est pris pour vivre avec. Fait qu'on va faire quoi? Allez. Exactement. Je partage pas mal la même opinion que vous. C'est présent. On fera pas semblant que c'est pas là. C'est présent. Tu pourras mettre des policiers à n'importe quel... Puis là, c'est plus un problème de jeunes, là. Sacrez-moi patience avec le problème de la drogue chez les jeunes. C'est la drogue chez tout le monde jusqu'à 50 ans, minimum. Là, tantôt, vous avez ouvert le volet de légaliser. Quand les médecins, dites-moi si je me trompe, mais normalement, à chaque médicament, il y a des genres de codes génétiques. En tout cas, il y a des codes qui expliquent qu'est-ce qu'il y a dans ce médicament. Il y a une monographie, exactement. Une monographie, je trouve, avec le pote, il y a différentes familles de cannabis. Là, il va falloir tout expectorier ça, parce que, écoute, oui, vous avez tout à fait raison. Il faut le légaliser pour l'étudier comme il faut. C'est exactement comme on étudie les pelules. Moi, je trouve que notre gouvernement est totalement irresponsable dans ce dossier-là, parce que en laissant ça comme ça, paraitement illégal, ça y empêche de lui mettre ses culottes. Puis, savez-vous pourquoi, David, savez-vous pourquoi tous les gouvernements que je connaisse, ils veulent tous avoir un peuple sur l'Ativan, le Rivotril puis le pot? Alors, c'est une conspiration, Pierre Mailloux. Ils veulent tout. Le PQ ne demande pas mieux que d'avoir une population complètement droguée. Il n'y a pas un gouvernement qui va se plaindre de ça. Vous savez qu'on a reçu des courriels en ce sens, Pierre? Non. Ah oui? Il y en a qui disent, est-ce que c'est voulu qu'on laisse aller à ce point et qu'il ne passe rien? C'est voulu de façon tacite, ben oui. Écoutez, mettez-vous à la place d'un dirigeant, tout le monde est drogué, il est mort de rire. Il semblait pas, je suis pendant ce temps-là. Ben, c'est vrai, c'est pas mal triste. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le pote, moi, mettons, je suis un health, là, puis je te loue 2-3 appartements, je te fais pousser une génétique, exemple. Ça prend 3-4 mois à pousser, là, mettons 6 mois, les belles cocottes, tout ça, puis là, je fais essayer ça à mes chummies, puis ça frappe pas. Tu penses-tu que je vais aller jeter ça aux poubelles? Tu vas ajouter quelque chose dedans, là? Ben, tabarouette. Hein? Moi, je pense que ce qu'il y a sur le marché, c'est du pot et Astérix. Tu sais pas quoi. Parce que c'est illégal, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des affaires qui frappent ben trop fort.
Ben oui, Ça mais a pas- c'est- si moi, je pense son que- pote frappe pas assez fort, il va mettre un peu d'huile. J'imagine, il met un petit peu d'huile dessus. Mais moi, me semble ma conscience de Hells Angels, moi, je vais pas en tout cas aller jeter ça aux poubelles. Là, bon, je vaporiserai un petit peu d'huile de cannabinol là-dessus, puis tu es sûr que ça va buzzer solide. Ou quoi d'autre? Ou quoi d'autre, c'est ça. Moi, c'est cet aspect-là qui m'inquiète. Oui, puis s'il ne fait pas assez fort, faites-le cuire sur le poêle avec... Hey, il faudrait que je me rappelle les 2 ingrédients que les gars m'ont dit. Voyons, pour faire du hashish avec du cannabis, sur votre poêle de cuisine, il y a 2 ingrédients à mettre. Caroline, j'arrive pas à m'en rappeler. En tout cas, c'est peut-être mieux pas en parler en ce moment, mais dans tous les cas, je partageais je suis pas mal la même opinion avec vous. Légalisons ça, sachons c'est quoi vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'attire les gens d'en prendre? Parce qu'il doit en avoir une certaine approche. Parce que il y en a d'autres que c'est un gros vice. Daniel, vous avez entendu tout à l'heure l'appel d'Audrey. C'est pas le fruit du hasard qu'elle s'est ramassée droguée là, à 14-15 ans. C'est 12, 13, 14 ans. Comprenez-vous? Et c'est ça que je veux qu'on étudie. Chez les petites filles comme Audrey, hein? Qu'est-ce qui les a vulnérabilisées et qui les a fait glisser vers le paradis artificiel de la drogue? C'est ça que je veux savoir. Puis Pierre, quand je saurai ça, je vais être tranquille, je vais être calme en ondes, puis je vais vous le dire. Parce qu'il y a plus d'adolescents, Pierre, qui tombent là-dedans. En proportion, il y a plus de gars que de filles aussi. Et oui, savoir qu'est-ce qui pousse à ça. Il y en a qui vont dire, c'est sûr, écoute, dans un party, un soir, il y en a qui prennent une brosse, il y en a d'autres qui vont fumer un joint. Je comprends cet aspect-là, là, mais c'est sûr que nos jeunes en ce moment on parlait de 15 ans, mais il y en a qui essayent ça à 8 ans, 11 ans, puis c'est vraiment réel, là, c'est pas des menteries, là. C'est trop fort. Moi, je pense que ça devrait être considéré comme une drogue dure. C'est trop boosté. Pour l'effet. C'est plus comme avant. Dans les années 70, on va poter un peu. C'est de la feuille. Maintenant, tu vas faire fumer du pot de même à se faire du monde. Ben, moi, personnellement, parfois, je fume. Puis je fume, ils appellent ça de la trim. C'est comme des petits restants. Ces affaires qui se vendent pas sur le marché, ça frappe pas assez. C'est des feuilles. C'est mélangé un peu là, avec des feuilles, puis tout ça soit juste des gros buds. Moi, je vais faire fumer ça à du monde que je connais, puis ils sont pas dedans pantoute. Ils trouvent pas que ça frappe assez fort. C'est rendu, c'est fort, là. Le THC, en tout cas, il y en a ça va jusqu'à 20%. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est très bien les parents qui sont proches de leurs jeunes. Sortez des fois les pères de famille, amenez-le votre jeune au pool, sortez, allez voir un peu l'environnement où est-ce qu'il peut être, parce que si vous faites semblant de rien... Avez-vous déjà vu des pères se présenter là, dans une salle de pool, dans un chose de pool, là, un pool room, et puis un trafiquant là, la première chose que le trafiquant va faire, ça va être de décrisser, il va s'en aller. Pierre, ça me rappelle une histoire. Les pères qui allaient chercher leurs ados comment ça se fait dans les bars? Quelqu'un proche qui avait dit, si il y avait 15 ans, le petit gars, si je sais que t'es là, tu peux être sûr que je vais me rendre. Daniel, 3-4 hommes qui pognent un poucheur. C'est le poucheur, il ne pouche plus rien, là. Monsieur Mailloux, il y a même des endroits qui mettent légèrement, ils saupoudrent un petit peu de cocaïne sur des cocottes, juste pour justement créer une dépendance plus forte chez les jeunes. Après ça, ils vont l'enlever, ils vont en remettre, ils vont l'enlever. C'est léger, là. C'est pas grand-chose. Fait que là, t'es pris avec ça. Tu penses qu'on une fume du pot. J'en ai déjà parlé. J'ai l'impression Mexique, il est allé fumer, mais il y avait eu de l'ecstasy saupoudré. Ça a déclenché un accès de schizophrénie. C'est ça. Si c'était légal, au moins, le monde ferait pousser ça légalement. OK, on est contre, prends-en pas petit, mais si t'es pour, mais au moins, tu peux savoir ce que t'achètes. Ou ce que tu cultives. Ici, regardez, Daniel, si la génétique des plants de pot actuels est trop forte en cannabis, à ce moment-là, il pourrait y avoir des vendeurs de graines de cannabis avec de la graine certifiée qui disent, nous autres, nos graines, c'est pas plus que 12% de cannabinol. C'est un peu moins fort, tu sais. Oui, pourquoi pas? Ben exactement. Parce que de toute façon, écoute, les Québécois, là, ils ont le pouce vert pour le cannabis, j'aime autant vous le dire. Et je n'exagère pas. Dans tous les petits villages, là, ça pote, monsieur, ça cultive du pot. Mais un jeune dans le village, c'est à peu près tout ça qui se parle l'été autour d'un feu. Là. Il espère de se trouver un bon spot pour en faire pousser, pas juste le fumer, pour le vendre. Ça en est rendu une source de revenus. Enlève des poteux dans certaines régions du Québec, puis l'économie, l'impression va prendre un coup. Il y a certains villages, en tout cas, même les maires l'avouent que ça fait partie d'une certaine économie parallèle. Ça pousse en mort. Il y a un autre, c'est la job d'été des jeunes d'aller récolter. Écoutez, merci. Je dois vraiment Bye, Daniel. Merci beaucoup. Au revoir.
Mais Pierre, il pourrait y avoir des drogueries. Puis tu dis, moi, je veux tant de pourcentage, Tant qu'à y être, si tu légalises. Puis à ce moment-là, le gouvernement pourra aller mettre la main là-dessus, là. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Quelqu'un parlait de faire de la Société des alcools et drogues du Québec. Pardon? Quelqu'un parlait de créer la Société des alcools et des drogues du Québec. Oui, Janine. Mais tout C'est une question de temps, oui. Mais... On n'a pas le choix. Mais pourquoi d'abord on se scandalise tant? On se scandalise pour les jeunes et pour ce qui se passe en France. 40% des jeunes de moins de 30 ans qui avaient du THC qui se sont tués là, sur les routes dans des accidents d'auto, qui avaient du THC dans le sang. Est-ce que ça l'a causé des accidents ou c'est le reflet qu'il y a beaucoup de jeunes qui se droguent au cannabis en France? On n'a pas l'analyse. Mais c'est au cannabis, là, on crie au cannabis, c'est sûr. Ouais. 1, 2, 3, go, on parle à Marius. Bonjour, Marius. Bonjour. Bonjour, Marius. Bon, j'ai déjà appelé autrefois dans le temps, c'était avec les chiens, là, avec des entraîneurs qui discutaient. Oui. Et moi, j'ai une famille défavorisée beaucoup. Et moi, j'ai jamais fumé ni cigarette normale, ni pot, hache ou qu'est-ce que vous voudrez, ni touché aucune drogue que ce soit, à part que prendre à l'occasion de l'alcool. Mm-hmm. Mais par contre, j'ai vu, on vient d'une famille, nous, de 6 enfants, tous mes frères et sœurs en prennent. Du pot ou de l'alcool? Du pot. OK. Du pot. Cette drogue-là, là-dedans, ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un de mes frères, le plus jeune de mes frères, lui, qui commence tout juste à 31 ans à remonter la pente. Toutes les autres que j'ai pu remarquer en étant sensible à eux un petit peu, c'est qu'ils cherchaient à fuir simplement dans ça. Alors, ils cherchaient à fuir dans ce que papa n'était pas là, maman n'était pas là. Ça leur manquait, puis ils en avaient besoin. Les orphelins? Oui. Vous savez, vous confirmez ma crainte qui va s'avérer vraie, j'en suis convaincu. Les bébés de garderie vont être des clients pour les trafiquants de drogue. Ça va être hallucinant. L'avenir va vous le dire, ça. Mais de l'autre côté, mon père, lui, qui venait d'une autre famille, parce qu'on vient d'une famille reconstituée les 2 derniers, ma mère, c'était du côté, parce que c'était très dur aussi au niveau de la drogue. Mais ce côté de mon père, c'était tout l'inverse. C'était très dur au niveau de la religion, très encadrant. Et voulez-vous savoir quoi? C'est pas mieux. Ben oui, je sais. C'est étouffant. Ça a été étouffant. Surprotection ou négligence produisent exactement le même désarroi chez l'adulte humain. Mon père fuyait dans ça. Oui. Lui, il s'accrochait à quelque chose, c'était ça, puis on n'avait rien d'autre. À part ça, on était tous les mardis. Les croyances religieuses peuvent être effectivement un paradis artificiel qui est moins... j'allais dire qui est moins dangereux que la drogue, non. Parce que le paradis artificiel de la religion a causé et cause tellement de morts par les guerres que ça n'est même pas drôle. Les croisades. Hey, l'Irlande. Israël. Encore aujourd'hui. Juifs, Palestine. Oui, encore aujourd'hui. Yougoslavie. Oui. Mais ça l'a empêché surtout ce que j'ai remarqué. Tchétchénie. Ça, c'est tout des... C'est tous des conflits religieux. Oui. C'est que la religion sert de liant pour se battre. Oui. Et chez Marius, qu'est-ce que ça a servi à quoi, là, tout ça? Ben moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça m'a confirmé que j'étais encore bien plus fier. Parce que quand on était jeunes, nous, on se le faisait offrir. Prends-en une puff. Enfin, ouais, le soir, tu vas rire, tu vas être fun. Et moi, j'ai tout le temps... la première des choses, mes parents, c'est des grands fumeurs. Alors, quand ils venaient me rechercher ou me reconduire, ça fumait dans la voiture à tour de bras. On était emboucanés à tour de bras. Alors moi, je me suis toujours dit, j'aurais jamais fumé de ma foutue vie. Je déteste ça. Puis j'avais essayé ça. On sentait la cigarette à tour de bras. C'est bien bon pour ceux qui aiment ça, mais moi, je détestais ça. Alors, j'ai décidé que je jamais fumerais quoi que ce soit. J'ai jamais même touché à ça. Comment vous trouvez ça, Marius, Frencher une femme qui fume? C'est tout à fait... Pour un homme qui n'a jamais fumé, c'est tout à fait dégueulasse. Un cendrier, expliquez-vous. Il y a beaucoup de femmes qui savent pas ça, hein? Ah non? Non, expliquez-la. Des hommes aussi. Mais, écoutez, là-dedans, c'est simple. Là. Premièrement, on s'approche et ça sent déjà. Deuxième des choses, c'est pas comme embrasser une gomme, là. Tu sais, il y en a bien des femmes ou des hommes, là, je sais pas, moi, là, que t'approches et ils ont une mauvaise haleine en approchant. C'est déjà très désagréable. Tu sais, alors, à partir de là, s'approcher puis embrasser ça, il n'y a pas de goût, c'est un cendrier. Et moi, la marque que j'ai dans ma tête, c'est ça. Tu sais, c'est déjà de sentir. Avez-vous déjà approché quelqu'un qui fume un tour de bras, comment ça sent mauvais? Approchez juste sentir son haleine. C'est très désagréable. Puis bien souvent, ils ne prennent pas soin de leur dentition non plus, c'est ce qui va avec.
Alors, le mix des deux fait que, oubliez ça, embrasser moins de femmes qui fument, oubliez ça. Bon, alors c'est réglé. C'est ça, de ce côté-là. Oui. Alors, ça m'a amené, moi, à observer et à devenir sensible. Et ce que j'ai remarqué avec eux autres, par ma famille du côté maternel, mes demi-frères et mes demi-sœurs, qui manquent de sensibilité. Et cette sensibilité n'est pas là. Peut-être causée par le pot, remarquez bien, là, mais ils cherchent à fuir. Alors, il n'y en a pas de sensibilité. Ce que moi, je vais t'observer pour m'améliorer, on va dire, hey, moi, je ne ferais pas ça, me passer par une bande pour y arriver pareil. Eux, non, ils vont s'asseoir. Alors, ce que ça a donné, c'est que la majorité de mes frères et sœurs ont été danseuses. Une a été prostituée, l'autre était un pimp, puis l'autre, à partir de là, il est mort, il a été fait 18 ans de prison pour meurtre. T'sais. Puis, on s'est tous retrouvés dans les années 90, puis c'est encore sur le party, puis elle fumait leur petit joint, puis là, la première chose que tu sais, une de mes sœurs s'enferme dans la toilette, fait une tentative de suicide. Probablement parce que ça crée un high, mais ça crée aussi un down, hein? Mm-hmm. C'est-à-dire, écoutez, ça ne règle rien. Non. Vous avez mentionné, j'ai pris des notes, Marius, j'aime beaucoup votre analyse. Vous êtes un fin observateur. Ça veut dire, un des premiers impacts, c'est une fuite. Vous avez l'impression que les membres de votre famille qui se droguent, ils fuient dans ça. Ils ne veulent pas voir la réalité. Avec ça. Phénomène de fuite ou d'évitement. Mm-hmm. N'est-ce pas? Oui. Vous avez emmené ensuite le manque de sensibilité. Là, c'est pas trop clair ce que vous avez dit, mais ce que j'en comprends, c'est que ça fait des individus qui sont peu introspectifs, qui se regardent peu aller. Tout à fait. Est-ce que j'ai bien compris? C'est tout à fait. Alors, ça amène un manque d'introspection et, comme vous avez dit, manque de sensibilité à l'autre, probablement. Même aller jusqu'à prétentieux. Oui. Ils se croient énormément. Alors, à partir de là, eux, c'est là. Full mensonge à soi. Oui. Comme je disais à Audrey tout à l'heure. Donc, il n'y a plus de place à l'amélioration. Full menteur envers eux-mêmes. Ça se peut. Non seulement ils n'ont pas d'introspection, mais ils se comptent des peurs. Que ce soit ma mère qui m'a élevé ou que ce soit mon père qui m'a élevé, elle a eu le droit, elle aussi, d'avoir fait des erreurs. Il faut les reconnaître et les accepter. C'est correct comme ça. Oui, c'est bon. Répétez ça pour Audrey, vous là. Ça va lui faire du bien. Ma mère, oui. Là-dedans, elle a fait des erreurs. Mon père, c'est que lui ou ma mère m'a élevé. Oui. Ils ont le droit, eux aussi, d'avoir fait des erreurs. Oui. Et c'est bien correct comme ça. Oui. Mais vous n'avez pas le choix que de les voir, ces erreurs-là. Je me suis amélioré énormément en les voyant. Bon, merci. Beau message, ça c'était direct pour Audrey. Faut pas non plus les reproduire. Oui. C'est le seul moyen. Alors, on ne verse pas dans le full mensonge à soi. C'est dangereux, ça. Parce qu'on peut voir que pour les 6 autres que Marius dans la famille, ça n'a pas porté fruit. Bien, tout à fait. Ça l'a fait. Puis, il y a encore des gens à 40 ans, 45 ans, 50 ans, qui sont sur l'aide sociale et qui se retardent. Ils sont obligés de se prendre en main très, très fort pour y arriver. Ils sont encore sur l'aide sociale aujourd'hui. Puis, la génération, mes neveux et mes nièces, c'est pareil. Ça n'a pas fait une meilleure génération en fumant du pot, en étant du party de fin de semaine tous les premiers du mois. Ça l'a fait une génération encore plus dure. C'est que c'est pour ça, là. Beau témoignage, Marius. C'est le seul qui est resté lucide. J'ai vécu les deux mondes. Je viens d'un milieu dur, alors je peux en parler par connaissance de cause. Vous avez bien fait d'appeler. Alors, je vous souhaite une bonne journée et bonne émission. Vous aussi, une bonne journée. Tant qu'on n'aura pas d'études scientifiques bien faites, des témoignages comme ceux de Marius pourraient s'avérer très éclairants. Parce qu'il connaît le milieu familial dont il est issu, là, il peut tirer des conclusions, lui. Bien dans sa peau, avec Janine Ross et Joanne Verdon. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On parle du cannabis, on parle de l'incidence sur les accidents en France, les accidents de voiture chez les jeunes de moins de 30 ans, des chiffres qui sont assez éloquents. Il faudrait analyser plus, mais quand même. Oui, est-ce que c'est le reflet d'une grande consommation de cannabis chez les jeunes Français ou si c'est une cause d'accident? Il semble qu'il y ait une consommation en Occident pour le cannabis à peu près généralisée. Écoute, ils prennent où le pot en Europe? Est-ce qu'ils le cultivent comme ici? Aucune idée. Ou s'ils importent ça par bateau? Aucune idée. Parce qu'oublie pas là, que la quantité est non négligeable. Là. C'est des cargaisons. Là. Ce qui s'utilise chaque année au Québec, on parle de cargaisons. Oui. Tu sais, c'est plus... C'est des montagnes, là. Alors, on en fume des montagnes. Alors, Daniel, bonjour. Je sais que c'est en train de participer à l'effet de serre, là. Ça se pourrait. Daniel. Oui. Bonjour à vous. Oui, bonjour, Dr. Mayou. Bonjour, Janine. Bonjour, Daniel. Je vous ai parlé à plusieurs reprises. Moi, ça fait depuis 86 que je suis en guerre contre le pot. Et puis, je peux vous dire que
ce qui m'a sensibilisé, c'est que je travaillais à l'urgence. Je veux pas vous insulter, là, mais je trouvais que les médecins étaient des parfaits imbéciles. Alors, j'ai décidé de faire, moi, une petite infirmière, un certificat en toxicomanie. Parce que les médecins connaissent rien. Oh, c'est vrai. Je vous le conseille. Que j'ai même fait? Écoutez, il pousse. Quand un médecin prescrit du Rivotril pour de l'Ativan, qu'est-ce qu'il fait? Pas juste ça. Il est un boucheur légal. Je vais vous en conter une meilleure. Quand un médecin est pogné avec un alcoolique, savez-vous comment il guérit? Il donne du... comment ça s'appelle la petite capsule, là, verte et jaune, là? La petite capsule, là, c'est un benzo, là. Voyons. L'ectopam? Non, c'est un autre benzo. C'est pour les alcooliques, là. C'est pour enlever l'effet, pour qu'ils le Librium, le vieux Librium. Pour qu'ils souffrent, pour petits chiens. Ah oui, non, mais ça, le sevrage, c'est une chose. Parce que voir des bébites, là, voir les éléphants, les souris, là, c'est pas tellement comique. Ben, ça se fait. Des sevrages à froid. Non. Ben là, Daniel, faut être civilisé quand même. J'en ai fait beaucoup de ça. Mais il faut arrêter d'infantiliser aussi. Oui, d'accord, mais on se donne 10 jours, on fait une belle job. Ben, c'est ça. Au vieux Librium, et ça se verrait bien. Maintenant, il y en a qui sèvent à l'Ativan. Mais là, c'est pas ça que je veux. C'est pour l'alcoolisme, ça. Moi, je veux en venir aux potes, là. Que je suis sur le cas, là, depuis 1986, et j'aurais jamais pensé de ma sainte vie avoir 2 jetons qui en fument. Je vous ai déjà appelé, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Non. J'avais hébergé ma fille avec son copain, qui était 2 poteux, puis que j'avais fait venir la police en pleine nuit. Vous vous souvenez pas, vous avez ri? Oui. Je me souviens pas de ça. J'ai dit, je suis couché, mais le bébé dans le salon, ma fille et son chum fument dans la chambre. J'ai appelé la police, je l'ai fait venir. Il m'a dit, madame, je peux pas rien faire. Ben, j'ai dit, faites-leur peur de leur vie. Ben, là, savez-vous quoi? Est-ce qu'ils ont menacé de leur faire un dossier criminel, quoi? J'ai menacé. Premièrement, il y en avait dans la maison. C'était pas légal. Non. L'autre était tout nu. Il était aux toilettes. Là, j'appelle la police, ça sonne. La porte est fermée. Je m'en vais répondre. Je ris, mais je ris pas. Je ris, mais je ris. Vous riez pas ce soir-là. C'est pas drôle, là. Je ris, mais je ris jaune. Parce que j'étais en beau Calvinus. Fait que là, les flics ont dit, madame, on peut pas rien faire. Ben, j'ai dit, là, vous allez faire de quoi? Parce que moi, je suis écœuré. J'ai dit, j'ai un bébé dans le salon. Moi, je suis asthmatique. J'ai dit, ma fille et son chum, là, j'ai dit, c'est moi qui ai fait vivre. Ils sont sur le poteau et 2 dans la chambre. Fait que j'ai dit, allez leur faire une peur. Sinon, ça va aller mal. J'ai dit, sinon, je vais passer dans le journal de Montréal demain matin. Une femme a tué 2 flics. Je m'en calisse. Et j'ai dit, vous allez le régler, le problème. Ben, ils ont rentré dans la chambre, puis là, on a fait une peur. Là, savez-vous quoi? Ma fille m'a avoué que tout le temps qu'elle était enceinte de son fils, elle a fumé du pot. Elle est encore enceinte avec son même bozo d'avoir accouché le 14 février. Puis elle en fume du pot. Ben maudit qui t'est écœuré du pot. Moi, j'en peux plus. Je suis en train d'en faire une indigestion. Puis ceux qui disent qu'il n'y a rien, là, mon autre fille vient d'avoir 17 ans. 18 ans. Elle a été élevée par son cher père. C'est mini. Savez-vous ce qu'il se vante, lui? À 14 ans, je prenais de l'acide, je prenais du théâtre. Ben, arrêtez de dire que les femmes sont des niaiseuses, parce que les hommes sont des crises d'imbéciles. Y a-tu d'affaire à aller compter ses tripes, mon ex? Y a-tu d'affaire à aller compter ses tripes à ma fille? Ouais. Vous avez parce que c'est du renforcement, ça. C'est oui. bonne analyse. Ma fille, elle m'a appelé l'autre fois. Elle m'a appelé à vos cégep, parce que moi, je vous ai déjà appelé pour vous demander si ma fille m'appelle beaucoup, la plus jeune, si, vu que c'est son père qui l'élève, vu que moi, je lui parle au téléphone, et vous m'aviez rassuré. Je ne sais pas si je vous en souvenez. Oui, là, ça, oui, mon ange, Daniel. Oui, ça, je m'en rappelle plus. Vous m'avez rassuré. Oui. Ah, parce qu'elle vous appelait tout le temps. Oui. Puis là, elle m'appelle l'autre fois, je vais vous le dire, là, elle était en sevrage épouvantable. Elle voulait que j'aille porter de l'argent dans son compte de banque parce qu'elle était en manque de POC. Docteur Mayou, je n'en peux plus. Puis savez-vous le meilleur? J'espère que vous ne l'avez pas fait, par exemple. Ben non. Pensez-vous que je vais le faire? Je vais vous en compter un autre meilleur. Savez-vous ce que mes 2 m'ont dit en pleine face? Non. Ils ont dit, Mom, hey, t'as la sclérose en plaques. C'est légal, le pote. Va nous en chercher. Jamais dans 100 ans. Quel imbécile qui a mis ça légal pour la sclérose en plaques, le mot du pot? Ouf. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, banalisation du cannabis, est-ce qu'on s'inquiète de ça? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que c'est en train d'entrer dans nos coutumes? Est-ce que c'est en train d'entrer dans les coutumes de l'univers? Tu sais, en Occident, ça frappe autant. Oui, bien regarde, Janine, pour ce qui est du traitement, là, ça, c'est autre chose. Écoute, la morphine, là, c'est de la drogue. Oui.
C'est de la drogue, la morphine. C'est un maudit bon médicament comme analgésique. Ça sert dans des cas bien spécifiques, Oui, là. il faut faire attention. Là, le dilodide, tout ça, il y a beaucoup la codéine. Tu sais, c'est de la drogue, ça. Il y a beaucoup de médicaments qui sont de la drogue, mais ils sont utilisés comme analgésiques, comme, tu sais, pour toutes sortes de choses. Mais, tu sais, les femmes, quand elles accouchaient, les Indiennes, quand elles accouchaient, on leur servait une concoction de pavot. Ça servait de façon médicale. Ah oui, c'est le morphine. Médicinale, en tout cas. L'opium. Oui. Dans le pavot, premièrement, on extrait l'opium. De l'opium, on extrait l'héroïne, la morphine. Mais l'humain a toujours été attiré vers ce qui changeait ses états de conscience. C'est aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de l'humanité. Alors, c'est la même affaire qu'on traîne. Ben oui, dans les cas de douleur intense, ces produits-là ont une propriété. La nature, c'est pas pour rien qu'on est rendu des millions d'années plus tard au stade où on est rendu. C'est pas le petit Jésus, là. C'est toute une suite, c'est une chaîne. OK, c'est une chaîne qui se tient. Mais s'évader, Pierre, avec toutes sortes de drogues, c'est pas nouveau comme phénomène. Non. Le phénomène d'évasion, c'est pas nouveau. En plus de l'aspect médicinal, puis tout ça, des plantes qui ont aidé à la survie de l'humain, c'est sûr. Voilà, des plantes qui ont aidé à la survie, pas des plantes qui ont aidé pour fuir. Si tu fuis comme collectivité, tu t'es voué à l'extinction. Mais ça se faisait... C'est sûrement arrivé, ça, à un moment donné, qu'il y a eu des peuples qui se sont mis à se droguer, puis ils sont tous disparus. Bonsoir, la visite. Ça se pourrait très bien. Alors, ça se pourrait très bien, parce que c'est coutume dans les... Comment je pourrais vous dire, en Hawaï, dans les îles, aussi loin, là, des espèces de peuplades reculées, on retrouve à peu près le même mode de vie et ils utilisent ça de façon traditionnelle. Oui, bon. Et selon des rites. Quotidien, je sais Alors, pas. j'ai étudié, moi, avec des individus qui venaient du Chili, du Pérou. Oui. Okay? Au Chili, au Pérou, les hallucinogènes, ça a sa place. Ils ont ritualisé tout ça et ça ne s'utilise pas en dehors de ça, de ce cadre-là. Comprends-tu? Oui. Ils peuvent s'adonner à l'utilisation d'hallucinogènes au Pérou. La feuille de coca, quand ils vont en altitude, ça leur sert. C'est ça, exactement. Alors, on parle à Jean. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Bonjour, Jean. On parle de banalisation. Moi, j'ai deux points que j'aimerais discuter avec vous. Premièrement, la banalisation permet aux gens de trouver des excuses pour en prendre, la drogue. Hein? Puis moi, je vais prendre mon expérience personnelle. Moi, j'en ai jamais pris. Mon épouse, je crois pas. Mes deux garçons n'en prennent pas, je crois pas. Mon cercle d'amis et ma famille immédiate, j'en connais pas qui en prennent. Donc, quand tu parles avec des gens, vraiment que tout le monde en prenne de la drogue. Moi, je pense pas que tout le monde prenne de la drogue. Non, mais attendez un peu. Vous commencez à faire dinosaure, votre gang, là. Je vais monter à vous le dire. Je sais pas, M. Mailloux. Je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui en prennent pas. Je pense que la majorité en prennent pas. Faites attention avec ce que vous venez de dire. La majorité, là, Non, laissez-moi finir. C'est que je crois, là où je suis d'accord avec vous, c'est que je pense que la minorité commence à grossir. Il y en a de plus en plus. Je suis d'accord avec vous. Oui. Mais il y en a encore beaucoup. Oui, vous avez raison. C'est ce que je veux dire. Puis, oui, mais il s'approche du 50, je peux vous le dire. Oui, puis ça, je suis d'accord avec vous. Chez les jeunes, c'est atteint. OK? Au niveau de l'essai de la drogue, 1 sur 2. À 18 ans, là, et puis je me trompe pas. Oui, et là, chez les 30 ans, on s'approche du 40%, mais ainsi de suite, là. Mais c'est quand même la moitié. Il reste une autre moitié qui est peut-être moins intéressée. Mais quand on parle de banalisation... Oui, mais dans l'autre moitié, il y a combien d'alcooliques? On parle de la drogue, là? Non, oui, mais les paradis artificiels, on peut pas les dissocier, Jean. Je suis d'accord avec vous, mais si on parle d'alcoolique, c'est un autre élément. Si on prend des gens qui prennent bière de temps en temps, comme vous avez dit... Non, je parle de 4 à 6 bières par jour, OK? Le joint tous les jours, puis 4 à 6 bières par jour. Alors, dès que... Écoutez, si on prend ces deux gangs-là ensemble, là, ils sont majoritaires, mon ami. Oui, mais c'est la banalisation, c'est ce que je trouve, c'est que les gens pensent que tout le monde en prenne, c'est quasiment normal. Fait que là, c'est quasiment normal, tout le monde dit, bon, je devrais en prendre. Excuse numéro 1. Deuxième banalisation que je trouve, moi, je regarde la télévision, c'est incroyable les commentaires qu'on fait sur la drogue. Je regarde l'émission que vous avez passée, donc ils n'ont même pas donné le temps de vous exprimer comme il faut. C'est rendu, c'est une place pour avouer qu'on a pris de la drogue. Je regarde, Charles Lebois a dit qu'il avait pris de la drogue pendant une bonne partie de sa vie. Pas à peu près, exactement. Ça n'a pas de bon sens. Vous avez tout à fait raison, puis moi, je les ai laissés aller, je n'ai pas relevé ça. Ça les regarde. Oui, mais ça n'a aucun sens qu'on dit ça, puis on banalise ça. Non, ils ne banalisaient pas, ils se vantaient, ce qui n'est pas pareil. Exact.
Puis tu sais, on parle d'une dame comme Nanette Workman, par exemple, qui paraît très bien pour son âge. Quel signal qu'on donne? C'est incroyable quel signal qu'on donne aux jeunes aujourd'hui. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux prendre la drogue, tu peux te prendre les coups. Mais regarde, c'est ça n'a pas d'impact. Moi, je trouve que c'est épouvantable ce qu'on laisse passer. Puis troisièmement, le sondage qui a eu lieu, que vous avez fait mention, madame, tout à l'heure, au niveau de qu'est-ce que les gens banalisent le plus ou qui trouvent que c'est moins pire, c'est par exemple la drogue, mais on veut pas, par exemple, on est contre, par exemple, battre les femmes ou on est contre plus exactement les 3-4 points, là, mais souvent, ces choses-là sont causées par la drogue. C'est que souvent, les gens vont voler, ils vont faire des crimes parce qu'ils ont pris de la drogue, mais c'est là que je comprends pas. On sépare les comportements. C'est ça. Vous avez accroché à la même chose quand on parlait de l'histoire de Boisclair, hein? Hier, il y avait eu un sondage, puis on est 86%, je pense, trouve que c'est sans conséquence, puis lui pardonne. C'est ça, hein, que vous avez consulté aussi? Oui, mais qu'on n'accepte pas, par exemple, les gens qui battent les femmes, c'est correct aussi, là, j'ai pas de trouble avec ça, sauf que, ou des crimes sont aussi odieux, mais que c'est pire que ceux qui prennent la drogue, mais souvent la drogue fait que ces gens-là font des crimes, puis je trouve qu'on banalise. C'est ça les 3 points que je voulais soulever. Je trouve qu'il y a beaucoup de banalisation dans la société, dans les médias, puis c'est comme vous dites, en plus, il y a des gens qui s'en vantent, puis c'est là que je pense que ça cause un problème. Et je dois vous dire, pour avoir été assis aux côtés de Charlebois, là, c'est vrai, je ne sais pas pour quelle raison, mais je ne l'ai pas trouvé particulièrement allumé pendant tout le temps que j'étais là, je vais m'autant vous le dire. Ben, c'est ce que je pense. Je ne sais pas s'il n'était pas allumé avant, là. Mais on conviendra que... Puis l'autre qui était de l'autre bord, Bigra, là, c'est pas l'individu le plus vif intellectuellement que j'ai côtoyé. Il était peut-être pas plus brillant que ça avant qu'il se drogue, là. Ça, je le sais pas. Peut-être. Mais c'est intéressant, vos points, Jean. Merci. Merci beaucoup. Bye. Parce que si on banalise, Pierre, on a eu une conversation en fin de semaine, une jeune de 15 ans qui disait, oui, mais c'est normal, toutes mes amies en prennent, nous autres, vous n'en avez pas pris. Il était comme étonné. C'est normal pour beaucoup. Ouais. Et bon, en tout cas, il y a des comportements, ils ont des parties, puis ils sont tellement gelés qu'ils se retrouvent à moitié habillés dans la neige, puis c'est ça, c'est normal. C'est normal. T'as du fun. Alors, où est la limite? Puis où est-ce que c'est que ta valise ou non? Si au moins c'était favorable à l'orgasmie. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est favorable au poignage de cul, mais c'est pas tellement favorable à la jouissance sexuelle chez les femmes, j'ai autant de le dire. Il peut se passer toutes sortes de choses. Pour ça, pour une jeune fille, une adolescente, c'est inquiétant. Elle a plus de chances de se faire pogner le cul que de jouir, j'ai autant de le dire. Alors, on parle à Carl. Bonjour, Carl. Est-ce que... Oui, Carl, vous êtes là? Non? Bon, OK. Attendez un petit peu. On va parler à Claudette. Bonjour, Claudette. Bonjour. Bonjour, Claudette. Moi, je veux savoir pourquoi. La question, c'est pourquoi les jeunes fument du pot, dans le fond. Ça commence à être intéressant. Ouais. Avez-vous une hypothèse? Ben, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un monde matérialiste. C'est ma belle maison, mon beau char, mes beaux meubles, mon beau linge. Mes enfants, qui sont là-dedans. Ouais. Ils sont à la garderie, ils sont en gang. Ils sont parqués. C'est ça. Ben, c'est comme des marionnettes, hein. Puis les parents se divorcent, fait que là, je vais chez ma mère, je vais chez mon père, je vais... Bon. Tu fais pas des enfants d'une société comme on vit aujourd'hui, là. Tu fais pas des enfants comme si... comment je dirais bien... Comme si tu fabriquais des bessiques. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une comparaison. L'être humain tolère mal de ne pas être affectionné. Le petit être humain a un besoin essentiel, c'est de recevoir, pas d'être aimé, de recevoir des marques d'affection. Moi, ils m'ont volé mon enfant, j'ai rien reçu, moi. Moi, j'ai donné, puis je donne encore, j'ai 55 ans. Ouais. Et vous êtes... voir mourir ma soeur dernièrement, puis j'ai donné, j'ai fait le cadeau d'être là. Fait que si chaque individu, chaque personne serait assez responsable d'elle-même, de montrer à l'enfant c'est quoi la vraie vie. C'est pas des cadeaux à 100$ qui s'en viennent à Noël chez Toys R Us où je vais t'acheter un char, je vais t'acheter ci, je vais te donner ça, donne-moi de l'argent de terre, mais j'ai besoin de ça. Non, c'est pas ça la vie. Peut-être qu'il y aurait moins de monde qui... Claudette, quel est le pourcentage de bonnes femmes à l'heure actuelle qui se donnent la peine de peigner tranquillement leur fillette de 3 ans? Ben moi, monsieur, j'ai fait la mère puis le père des années de temps.
Puis j'en ai eu un imbécile comme ça, assis dans un salon, comme la petite fille disait tantôt. C'était votre père? C'était votre père? Non, c'était mon mari. C'était votre mari. Oh. Puis, c'est ça. J'ai fait la mère puis le père. Puis aujourd'hui, je fais encore la mère puis le père parce qu'il est trop sans dessin. C'est un homme, M. Mailloux, comme vous dites, les femmes, c'est des imbéciles. Ben ça, c'est un homme, monsieur, qui n'est pas capable d'être responsable. Je n'ai jamais dit les femmes sont des imbéciles. J'ai pas fini. Non, attendez un peu. Wow. Non, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai pas dit les femmes sont des imbéciles. J'ai dit que parmi les femmes, il y avait un bon pourcentage d'imbéciles, ce qui n'est pas pareil. Elles ne sont pas toutes des imbéciles. Parmi les hommes, il y en a beaucoup d'imbéciles aussi. Tout à fait d'accord. Beaucoup. Tout à fait d'accord avec vous. Les pères de famille qui ont laissé leurs femmes, leurs enfants, comme ça, puis sont partis avec la voisine. Tout à fait d'accord avec vous. Bon, il y en a plein de ça. Puis il y a des médecins imbéciles en plus. Hein? Tout à l'heure, on a eu un témoignage de Daniel, je suis d'accord avec elle. Les femmes, parce qu'on ménopausées, sont dans le SPM, puis tout ça, là, ça fait pas une société bien forte. Il y a des femmes ménopausées qui lubrifient rien qu'en masse. Ça, ça m'intéresse pas. Il y a des hommes qui essayent. Oh oui, c'est un point d'homme. Ben, c'est un point imbécile, justement. Non, c'est un point important. Ben, en tout cas. Le plaisir légitime, madame, si on respectait plus le plaisir sexuel, on serait déjà un petit peu plus évolué. Monsieur, quand il y aura du respect dans la vie, les enfants auront exemple de leurs parents qui aura du respect, ça va aller mieux dans ce système. C'est vrai. Puis quand ils nous disent, prenez votre place, les parents, venez à l'école, venez parler avec nous autres, puis ils nous ferment des portes, là, en voulant dire, votre enfant se drogue, votre enfant prend du pot ou quoi que ce soit. Non, il n'y en a pas du pot ici, madame. Le directeur me disait justement une fois. Oui. Ben, mon garçon me le dit lui-même qu'il y en a dans la cour, puis ça boit de la bière puis de la boisson. Ils sont sur le terrain et ils voient pas ça. C'est assez... Tu sais, ben, des parents, là, quand ils sont responsables, s'occupent de leurs enfants, de tout. Du pot, des pilules, de la drogue, n'importe quoi. Ils parlent avec leurs enfants. Oui, mais Claudette, chère Claudette, lorsque l'Ativan est le 4e médicament le plus prescrit au Québec, il y en a une maudite gang de bonnes femmes, surtout, qui ont le derrière plein d'Ativan. Comment peut-elle aller défendre à son enfant le paradis artificiel alors qu'elle est gelée comme une bine? Monsieur Mailloux, moi, mes parents étaient gelés comme des bines. Puis écoutez-moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre à travers ça bien des choses. J'espère que beaucoup de monde vont comprendre. Mes parents étaient dysfonctionnels alcooliques. J'ai 55 ans aujourd'hui. Je vis encore de l'anxiété. Je vis beaucoup du passé. J'ai beaucoup de difficultés à m'adapter à plein de choses. Mais j'adore la vie quand même. Puis je me bats pour mes enfants. Mes enfants, c'est ma vie. Et elle n'a rien reçu. C'est ça qu'elle avait dit. Merci. J'ai rien reçu, moi, monsieur. J'ai pas eu de mode d'emploi pour élever des enfants. Je suis fière de mes enfants. Puis c'est pas des drogués, c'est pas des perturbés, ils sont pas sur le Ritalin ou quoi que ce soit, ils sont pas mieux que d'autres, mais je suis fière de mes enfants. Merci beaucoup, Claudette. Allez, bye. De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce qu'on banalise trop l'usage du cannabis? Pierre, vous avez dit précédemment dans cette émission que ceux qui prenaient du cannabis sur de longues périodes se retrouvaient déprimés, manque de goût pour rien. Bon, c'est pas rien, là. Il y a un effritement. Il y a définitivement un effritement de la personnalité chez les drogués au cannabis, comme chez les alcooliques. Puis j'ai l'impression que le désintéressement, l'apathie et l'effritement de la personnalité est encore plus grand chez les drogués au cannabis que chez les alcooliques. Je parle pas des ivrognes. L'ivrogne, là, c'est sûr qu'il n'y a plus rien, là. Mais c'est pas chic comme évolution, là. Mais est-ce que, quand on se retrouve dans cet état-là, qu'on prend du cannabis depuis des années, puis on se rend compte qu'on est apathique et tout ce que vous venez de décrire, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on passe à des drogues qui sont beaucoup plus costauds? Non, ça marche pas comme ça. Non, ça, l'histoire, là. L'histoire de craindre le cannabis parce qu'ils vont passer à la cocaïne ou à l'héroïne, là. Oublie ça. Est-ce que ça peut Ça marche pas comme ça. Poteux un jour, poteux pour longtemps. Non. Ça, je regrette. Mon expérience clinique va pas du tout dans ce sens-là. Bon, OK. Alors, Pierre. Oublie ça. Quand ils reprennent leur cannabis... Puis la poudre, ça, le cannabis, là, c'est le champagne des pauvres. Écoute, le champagne des riches, là, le Dom Pérignon, c'est la cocaïne. Bon. Mais Pierre, caricature un peu, mais à peine. Juste une question. Alors, Boitler, quand il s'est poudré le nez, là, c'est pas des pétards qui a smoké, là. Tu sais, il s'est poudré. Parce que ça, c'est le champagne, tu sais, c'est le moins chandon, ça, là. Bon, mais quand tu... Bon, j'aime bien la comparaison, mais le cannabis, Pierre, quand l'effet
quand tu commences à ressentir des effets d'apathie et tout, tu en reprends et tu reprends un high? Non, ça donne pas de high, ça rend nono. Puis ils sont bien nono, c'est un paradis. Donc, c'est un peu comme l'opium. C'est-tu une affaire? Le cannabis, là, à bonne dose, là, c'est pas loin de l'opium. Ça rend un peu sans allure, sans dessin. Tu sais? Mais il n'y a pas de souffrance, cool man, c'est ça. Cool man. Tu sais, je m'en crise, cool man. On parle à Jean. Bonjour, Jean. Jean? Bon, attendez. Les drogués, ils pourraient nous appeler pour nous raconter de quoi ils ont l'air. Éric. On les flanchera pas. Oui, on parle à Éric. Ils sont encore capables de parler. Éric, vous êtes là? Bon, décidément. Alors, 790-0224. Oh, gênez-vous pas les drogués, là, que ça fait 20 ans que vous vous droguez, là. Dites-nous-les de quoi vous avez l'air. Quel effet ça a? Mais quand on est rendu apathique, si tu arrêtes, comment tu te sors? Est-ce que tu te retrouves dans ton état initial d'il y a 10 ans? Avez-vous des réponses à ça? Tu veux dire? T'arrêtes d'en prendre. T'en prends depuis 10 ans, 2 fois, 3 fois par jour. Tu deviens apathique, t'es déprimé, je sais pas quoi. Oui, c'est pas le lendemain. Si tu cesses d'en prendre parce que tu fais le lien que ça peut te nuire, ça prend combien de temps à reprendre le goût de la vie? Je le sais pas si Écoute, je me demande si à la longue, le cannabis, là, ne fait pas un peu comme l'alcool, cause des dommages au cerveau, puis il y a une partie qui ne reviendra jamais. Alors, dans un cas comme dans l'autre, Pierre, il y a des grandes similitudes. C'est un produit toxique. Que ce soit des grosses doses d'alcool, des grosses doses de cannabis, d'hachiche, n'importe quoi, ça vous bousille le cerveau. Puis ceux qui prennent pas mal de cocaïne, quand ils arrêtent, là, ils se sentent pas bien. Ils se sentent fatigués. La cocaïne, ça lui prend un bout de temps. Alors, on parle à Denis. Bonjour, Monsieur Denis. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, Denis. Oui, bonjour. Je dis que ça va bien, mais je sais que vous ne répondrez pas, je m'excuse. Je suis un peu nerveux, là, j'étais sur le bord de la crise cardiaque, si on veut. Moi, j'ai consommé pendant quelques années, dans le passé, ça fait peut-être une dizaine d'années que j'ai pas... vous savez, moi aussi, je consomme, mais je me drogue pas. Ouais, mais consommer... bon, alors, utilisez vraiment. Vous êtes drogué à quoi? Oh, oui, j'ai déjà fumé du pot, c'est juste ça. En quelle quantité? C'est la fréquence, c'est important la quantité. Non, c'était pas mal. Plusieurs fois par jour? Plusieurs joints par jour, oui, plusieurs joints. OK, alors ça, on parle d'un vrai drogué. Je m'amusais pas mal avec ça. Puis, pardon? Je m'amusais pas mal avec ça. Aviez-vous du plaisir? Oui, j'en avais du plaisir. Alors, racontez-nous le plaisir que vous aviez avec vos joints. Pardon? Racontez-nous le plaisir que vous aviez avec vos joints. Bon, j'avais du plaisir dans le sens où je pouvais m'amuser avec ça, faire l'amour, des trips comme ça, ou ricaner en chum, puis écouter de la musique, puis s'asseoir, puis flyer un peu. C'est à peu près ça. Pardon? Flyer un peu, si on veut. Ça veut dire quoi, ça, flyer un peu? Oh, ferme les yeux, écoute la musique, puis tu planes. C'est à peu près ça, si on veut, là. OK. Alors, le côté euphorisant. Mais qu'est-ce que le sexe vient faire là-dedans, là? Bon, c'était si on veut, un entremise. Moi, j'avais du fun avec ça. Qu'au moment donné, on roulait un pétard, on faisait l'amour, puis c'était un intermédiaire, si on veut, avec ça. Là. Ça vous mettait plus à l'aise? Ça vous permettait... Oui, mais non, c'était pas que c'était plus à l'aise, c'est que ça étirait le plaisir, si on veut, là. Dans ce temps-là, je pensais comme ça, je fonctionnais comme ça. Ça étirait le plaisir. C'est ça, exactement. Écoutez, expliquez-vous, j'ai aucune idée de quoi vous parlez, là. Ben, c'est bien simple. Écoute, tu fais l'amour, t'arrêtes 5 minutes. Au lieu de prendre une bière ou un verre de champagne, nous autres, on se roulait un pétard. Puis bingo, on s'amusait. C'était comme ça, là. Puis des trips comme ça. Que un moment donné, ça a c'est pas tel que présenté. C'est pas bien intéressant. Votre affaire, vous faites ça 5 minutes, 4-5 coups, zing-zing un peu. Là, on arrête, on roule un pétard, puis on recommence le zing-zing. C'est quoi, là? Je comprends pas concrètement. C'est à peu près comme ça, vous le caricaturez, là, mais c'est comme ça. Ben, je sais pas, je veux pas le caricaturer, je veux essayer de comprendre c'est quoi votre étirer le plaisir. Ben, au lieu de Bing Bang puis fini, c'est ça, on roulait un pétard, mais il y en a qui n'ont pas besoin de ça, mais dans ce temps-là, je faisais ça comme ça. La personne avec qui consommait, puis on consommait tous les deux, puis on s'amusait avec ça, puis on avait du plaisir, on riait, on déconnait, puis... on ricanait, on déconnait. Ouais, on déconnait. Ouais. Et pourquoi vous avez cessé? Pardon? Pourquoi vous avez cessé un jour? Ça m'apportait plus de plaisir du tout. Au contraire, ça faisait l'effet contraire. À un moment donné, ça m'a apporté l'effet contraire. Je filais pas bien, le cœur me débattait. Arrête donc, votre petit cœur qui vous débattait. Ah oui, définitivement. Oh!
J'ai arrêté ça comme ça. Ah bon? Fini. Oh, on a une petite peur de mourir. Ben, pas à peu près. Oh, regardons ça, mon Denis. Je suis obligé de vous mettre les mots dans la bouche. Ben. Oh, petit cœur des bas, on a une petite peur de mourir. On laisse le petit pot tranquille. Mais on fait bien attention de pas le dire au monde. Ça peut être dangereux, ça. Ben, c'est pas que c'est dangereux. C'est que ça Vous aviez quel âge quand votre petit cœur s'est mis à débattre? Oh, une trentaine d'années, 30-35 ans. 30-35 ans? Pas 35, 30 ans. Oh, puis on a une petite peur de la mort. Ben, c'était pas plaisant, c'était pas agréable. Oh, regardez donc ça, on n'avait plus envie de planer. Non, pas tout. C'était fini. Oh! C'était le même constat. Ouais. Non. Moi, j'ai de la misère à voir ceux qui prennent de la drogue dure et tout lesquels je me demande comment ils font. Non. Laisse faire la drogue dure, elle n'est pas plus dure que la vôtre. Soyez sans crainte. Non, ben, il y a des drogues quand même. Soyez sans crainte et restez dans le domaine que vous connaissez. Je l'ai pas assez. Oui, vous avez bien raison. Oui, restez. Vous êtes un connaisseur de votre domaine. Je ne veux pas vous perdre là-dessus. Non, vous avez bien raison. Alors là, vous avez poté de quel âge à quel âge? Pardon? Vous avez poté? À peu près 16-17 ans, là, c'était mes premiers pétards. C'est allé jusqu'à 30 ans. Pardon? Non, j'ai eu des pauses là-dedans, ça n'a pas été continuel. Je m'excuserai parce que je suis dans un véhicule, là, c'est l'air... Non, il n'y a pas de faute, Denis. On comprend tout ça, c'est pas grave. 16-17 ans, là, il y a eu des pauses là-dedans, ça n'a pas été tout le temps de 16 à 30 ans consommer continuellement. Il y a eu des années où c'était des pauses. Et à un moment donné, OK, tu fumes, OK, c'est beau, on enroule un. Puis 16 ans, 17 ans, c'était pas la même chose qu'à 25, 30 ans. Puis c'était pas pareil, là. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Il y a eu des étapes différentes. À 16 ans, je ne vais pas baiser encore à cet âge-là, mais c'était des trips, là, avec des gars. On a fait quelques mauvais coups, puis des choses comme ça. Quelques mauvais coups, comme quoi? Ben, on a fait le seul que j'ai fait, c'était un vol d'essence avec mes copains, mais c'était pas yo, là. C'était pas fort. C'est-à-dire? Pardon? Expliquez-vous. C'est-à-dire, un vol d'essence, les autres en ont fait pas mal plus que moi. Moi, je l'ai pas suivi là-dedans. Je l'ai pas. Mais ce à quoi vous avez participé? Un peu de ma vie. À quoi avez-vous participé? D'un mauvais coup, un vol d'essence. Oui, mais expliquez-vous. C'est quoi un vol d'essence? Bon, un vol d'essence. C'est on a fait le plein d'un véhicule. Je venais d'avoir 18 ans. En plus, fait qu'on a fait le véhicule était vide. On l'a rempli, puis on s'est sauvé. On s'est fait ramasser par la Sûreté du Québec. Je me suis fait pointer un 12 en face, puis j'ai pas trouvé ça drôle. Pas en tout. Fait que c'était oui, salut les chums, arrivé des chi, on s'en reverra plus tard. Bon, merci, monsieur le policier. Vous avez abandonné le clan. Oui, merci. Petit 12. Hey, tu casses. T'es en train de voler? Oh, petit 12. Parfait, j'aime ça. Ça a produit un résultat. Savez-vous pourquoi j'aime ça? Ça a produit un résultat. C'est ça. 51 et 20 d'amende, puis... Ouais. Vous avez pas eu de dossier criminel? Oui, j'ai eu un dossier. Ah oui. Et j'ai été pardonné pour ça. Oui. J'ai demandé un pardon après mes 5 ans, puis j'ai resté bien tranquille. Ça vous a comme dompté, regardons ça, un 12 en face, ça... Je m'aurais pas pogné. Si je ne serais pas arrivé cet événement-là, et peut-être que j'aurais progressé dans mon... j'aurais peut-être fait d'autres choses. Ouais. À 18 ans, quand vous avez fait le vol d'essence, aviez-vous fumé des petits pétards avant? Oui, ben c'est sûr qu'on avait fumé des petits pétards. On trouvait ça bien drôle. Regardons ça, on planait. Ah ben, on planait. Hey, le 12, il vous a-tu ramené de votre planeur? Oh oui, Houston nous a ramené à terre. Oh, que j'aime ça. Merci la police. À l'occasion, ils font des belles choses. L'hiver 2005 sera marqué par un grand... Le AM des nouvelles. Info 800 Québec. Une station du groupe Chorus Québec. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Est-ce qu'on banalise l'usage du cannabis? Et Pierre, dans certains cas, est-ce qu'on recherche la consommation du cannabis comme on recherche l'alcool pour se désinhiber? Tu ressens pas la peur, tu vas faire toutes sortes d'affaires, puis bon... Il y a beaucoup de... Ils ont raison. Il y a un auditeur qui a appelé tout à l'heure pour dire que, écoute, la drogue, il y a un volet dont on n'aime pas tellement parler, c'est la violence consécutive à l'utilisation de la drogue. Oui. Alors, le hashish, la drogue, le cannabis concentré, oui, ça peut donner ouverture à beaucoup de violence intrafamiliale. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Les enfants drogués qui battent leurs parents, là,
sais, c'est pas, comme dit Jean, c'est pas la télévision, là. La drogue, surtout le PCP, mais là, entre autres le cannabis, là, ceux qui se droguent beaucoup, dérange-les pas trop parce que tu vas voir que ça va exploser et ça sera pas trop long. Et il y a maintenant, une augmentation de la criminalité chez les femmes suite à l'augmentation de la drogue chez les femmes. Elles n'ont plus peur. Non, c'est pas ça. C'est que dans certains cas, elles vont aller voler pour se procurer du stock. Encore? Oui. Encore? Oui. Alors ça, c'est... Ça pourrait être une autre raison. Il y a une raison pour laquelle la criminalité augmente chez les femmes, là, surtout dans les vols, ces affaires-là, c'est la drogue. Carrément. Oui. Mais voyez-vous, ce que disait tantôt Jean, c'est ça qui m'avait sauté aux yeux hier. On désapprouve certains comportements, la violence conjugale, etc., qui, dans bien des cas, est induite soit par la drogue, soit par l'alcool. Oui. Bon. Mais on est très tolérant face à la prise de drogue. Mais oui, mais ça paraît beaucoup mieux faire la loi, voter la loi sur le contrôle des armes à feu, puis flamber à l'heure actuelle 1,2 milliard, puis ils montent vers le 2 milliards, un gaspillé et honté d'argent. Alors, on parle à Philippe. Bonjour, Monsieur Philippe. Oui, bonjour. Bonjour, Philippe. Bonjour, M. Mailloux. Moi, rapidement, j'aimerais ça vous faire l'historique de ma consommation, puis ensuite vous dire un petit peu les conséquences que ça a eu dans ma vie. OK. Moi, de 12 à 17 ans, au secondaire, je consommais du cannabis. Disons qu'à partir de 14 ans, 17 ans, c'était à tous les jours. Avant ça, c'était la fin de semaine. C'était surtout pour dire, l'échelonnage que j'avais fait, c'est que moi, à 17 ans, quand je suis arrivé au cégep, ça a été la découverte de la cocaïne. Puis, du jour au lendemain, j'ai presque arrêté de fumer du pot carrément. Et pourquoi la cocaïne? Pourquoi vous êtes tourné vers ça? Il faut croire que c'était comme le remède miracle à mes carences, à moi, parce que ça me permettait d'avoir une confiance inébranlable en moi. Est-ce que le cannabis vous apportait plus? Non, le cannabis, en effet, comme monsieur tantôt disait, moi, pendant un certain temps, oui, je tripais, je flyais, mais il venait un moment où, quand je consommais, je devenais carrément dans une bulle, puis j'étais mal dans ma peau, j'étais asociable, j'avais des sautes d'humeur effrayantes. Arrête donc. Ouais, je vous dis. Hop, bon. Et puis, asocial. Hey, vous êtes un des premiers qui viennent nous l'avouer carrément chez les ondes. Ben oui. Les poteux, sacrément, ils savent plus vivre. Ben oui, écoutez, je me cachais chez nous. Oh oui! Vous avez au moins l'honnêteté de le dire. Vous êtes un des rares. Ben, écoutez, chapeau pour ça. Ben merci. Puis, ce que je voulais en venir, c'est que les conséquences de ça par mon usage, je sais pas si c'est le pot, mais moi, à mon avis, c'est plus la cocaïne, l'alcool, le crack. Aujourd'hui, ça fait que je suis une personne qui manque beaucoup de confiance en elle. J'ai l'impression, regardez Philippe, j'ai l'impression que vous êtes drogué parce que vous manquiez de confiance en vous. Exactement. Je pense pas que ce soit la drogue qui vous a enlevé votre confiance en vous. C'était là avant. Oh oui, j'aurais peur. Oui. Faut être honnête, là. Oui. Faut pas tout mettre, tomber comme une gang de naïfs puis tout mettre sur le dos de la drogue, là. Non, c'est vrai. Allez-y, continuez, mais c'est la conséquence de quelque chose, hein. Voilà. Mais qui elle-même a des conséquences, comprenez-vous? Se drogue pas n'importe qui, pour n'importe quelle raison, mais le fait de se droguer, ça engendre aussi ses propres conséquences. Fait que là, vous avez les conséquences initiales, plus les conséquences de la drogue. Hey, le pack-sac commence à être plein, là. C'est invivable, c'est carrément invivable. Puis quand on essaie d'arrêter, là, on se retrouve devant, justement, ces réalités-là, soit d'être inconfiant, d'avoir des dépendances affectives, des trucs comme ça. Ben oui. Parce que là, il s'est rien arrangé pendant toutes ces belles années, là. Hey, vous avez foxé des maudites belles années, 12 à 17 ans, là. C'est des années charnières, ça, là. Ouais, hein, ça me fait bien peur. Oh, le masculin doit pas être fort chez M. Philippe. Le masculin? Ouais. Non, vous voulez dire côté virilité, côté... Non, le masculin. Être dans ses runnings? Ouais. Non, en effet. Tu sais, vous avez manqué 5 belles années. Donc, ça amplifie des problèmes. Ça, ces années-là, là, c'est l'équivalent de 3-4 années d'adultes par année passée à l'adolescence. Hey, c'est du jus concentré à l'adolescence. Vous avez flambé 15 ans de votre vie, vous, là. Ouais. Dans les 5 années. Ben, écoutez, c'est sûr que j'essaie de me reprendre aujourd'hui, mais c'est vrai. Quel âge avez-vous, Philippe, là? 23 ans aujourd'hui. Pardon? 23 ans. Ouais. Pas encourageant. Vous avez du rattrapage à faire, hein? Ouais, c'est incroyable. Puis, moi, je vais surtout dire aussi, au niveau de la capacité de mon esprit de synthèse, c'est-à-dire que il y a carrément eu des conséquences au niveau de mon cerveau. Je m'en rends compte aujourd'hui, ma capacité de concentration, de mémoire, d'improvisation, si on veut, de spontanéité, tout ça a comme été, là, c'est une coche en dessous de ce que c'était, de ce que j'avais l'impression de connaître de moi à un certain moment. Ça se peut, ce que vous dites là. C'est pour cela, vous rejoignez un point qui m'intéresse beaucoup, et c'est l'impact
sur le fonctionnement cognitif. Ouais. On appelle ça la cognition, c'est-à-dire les facultés mentales, là, la concentration, la mémoire, l'esprit, la capacité de synthèse, le jugement. C'est fascinant ce que vous amenez là. Et c'est ça qu'il faut étudier. Il faut légaliser toutes ces gugus-là et étudier vraiment pour qu'on puisse fournir une information assise. Mais ce que Philippe nous dit, il a 23 ans. Il y a des études là, qui mentionnent qu'à 25 ans, le cerveau est mature, donc pas tout à fait encore à 23. Est-ce qu'il peut récupérer certaines facultés? Ça pourrait peut-être s'améliorer un peu. On le sait pas, Janine, puis pour être honnête, là, on peut pas, parce qu'on n'a pas d'études là-dessus. C'est sûr. Mais c'est très intéressant. Vous avez bougrement bien fait d'appeler Philippe, parce que c'est d'attirer l'attention sur un point que je dis, il faut absolument légaliser pour étudier tranquillement. Il y a des chercheurs qui vont se pencher là-dessus. Il y a des neuropsychologues qui vont se pencher là-dessus. Ils vont prendre des groupes de drogués, des groupes sobres qui n'ont jamais été drogués, des groupes qui sont sobres depuis 5 ans. Ils vont tout comparer ça, puis ils vont nous donner une information sur laquelle on va pouvoir se fonder. Moi, j'ai déjà une petite idée là-dessus. Là. C'est clair que ça ne sera pas avantageux pour personne de consommer des drogues. Moi, aujourd'hui, le choix conscient de consommer, faire ce choix-là, pour moi, c'est ridicule. Quelqu'un qui viendrait me vendre sa salade puis me dire, moi, je me gèle pour telle raison, pour le high, je me gèle pour décrocher, pour... attendez un peu, Philippe. Il va peut-être y avoir des vertus thérapeutiques au cannabis. Mais dans la mesure, Pierre, où c'est contrôlé, dans la mesure où tu sais ce qu'il y a dans ce Oui. Je parle du cannabinol, là. Le principe actif du cannabis, j'ai l'impression qu'on va sûrement y trouver des vertus thérapeutiques. Oui, peut-être à force de le transformer puis d'en faire quelque chose de très contrôlé, moi, à mon sens. Oui. Peut-être. Contrôlé. Parce que vous savez, on parle de l'alcoolisme. Là, Pierre, il y a des dommages cérébraux suite à la consommation d'alcool. On parle même de démence. On a des articles ici, là. C'est récent. L'alcool, elle est en général contrôlée. Tu sais ce que tu vas boire. Oui. Tandis que le cannabis, tu ne sais pas ce que tu vas fumer. Oui, tout à fait. Alors, les dommages, c'est pas égal. Oui. Ça dépend ce que Philippe a fumé. Vous savez, dans le temps que l'alcool était vendu sur le marché noir, il s'est vendu toutes sortes de choses. Il est arrivé beaucoup d'accidents. Il s'est vendu de l'alcool de bois. Alcool frelaté. Oui, d'alcool méthylique. Il s'est vendu à peu près n'importe quoi. Et il y a eu si on faisait la liste des accidents graves survenus dans le temps de la prohibition, il y en avait. On ne s'est jamais vanté de ça. Mais effectivement, en légalisant le produit, on s'assure de la qualité, on étudie les effets. Puis là, tu peux en faire des études. Faire la distinction entre du 94, du 40% et de la bière qui est à 5 ou 6, du vin qui est à 10-12% d'alcool. C'est important de savoir tout ça. Oui. On ne peut pas commencer à prendre une pinte de whisky ou une pinte de 94. Il y en a qui ont bu du 94. Toute la bouche, l'œsophage, la muqueuse de l'estomac, tout brûlé. Ça a été brûlé, ben oui. Mais oui. Puis, moi, en terminant, j'aimerais juste lancer un petit truc aux auditeurs. Allez-y fort. Moi, évidemment, on me disait quand j'étais petit cul, de pas me geler, qu'en fumant, que ça allait finir avec de la coke, puis dedans, je croyais pas à ça. Sauf que pour moi, ça a été carrément ça, tu sais. J'ai vraiment échelonné échelonné cette direction-là. Puis, tout est dans le geste, tout est dans les habitudes, tout est dans la façon de gérer ses émotions, sa vie. Ça file pas, tu fumes un petit pétard, tout de suite, immédiatement. Mais c'est illusoire, ça, dans la vie, là, que les choses se règlent comme ça. Puis, je trouve ça bien plate quand je regarde en arrière, là, que de pas avoir eu quelqu'un... Maintenant, je vous suggère, de ne pas avoir eu quelqu'un... Ben oui, de quelqu'un pour... me soutenir là-dedans, puis un petit peu peut-être me tordre un bras. Non, quelqu'un comme qui, par exemple? Ben, c'est évident, là, comme un père, finalement. Oui. Hein? Il était pas là? Il était pas là, votre père, Philippe? Mon père lui-même consomme de l'alcool souvent, puis je pense qu'il s'est jamais senti en position pour... jouer son rôle. Oui, pour jouer son rôle, en effet, le fait que moi je consommais, lui, à quelque part, ça justifie pas sa consommation, ça le déculpabilise pas non plus, mais ça le permet de pas confronter sa propre consommation à lui. Oui. Puis en fait, c'est ce qu'il m'a enseigné aussi, tu sais. On donne à ses enfants ce qu'on a. Mon père, il m'a donné sa solution à lui. Il m'a dit, tu sais, c'est comme comment dire ça, là, un shortcut, là. Un échappatoire. Oui. Tu files pas, ça marche. Moi, je le fais depuis 40 ans, check. Tu vas être capable de gérer ta vie, c'est sûr. Lève-toi le matin, va travailler, OK, tu peux te geler le soir, c'est correct. Philippe, 23 ans, vous êtes suave à écouter. Merci, M. Maillot. Bye-bye.
Il n'a pas reçu beaucoup. Pierre, c'est comme Claudette tantôt. Il n'a pas reçu beaucoup, mais il est en train de faire. Il est-tu agréable à écouter, ce jeune homme-là? Oui. Hein? C'est sûr qu'il s'est regardé aller, hein? La lucidité. Oui. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. On banalise pas trop l'usage du cannabis, mais Pierre, ça fait allumer sur quelque chose que racontait Philippe. Passer du cannabis à la coke. Tu sais, vous dites, bon, pratiquement impossible. Non, c'est pas ça que je dis. Ce n'est pas un problème. C'est pas une issue majeure. Bon. Il y en a qui le font. Écoute, faudrait demander à Boisclair qu'est-ce qu'il pense de ça. Tu sais, qu'est-ce qu'il pense d'un fumeur de pote qui passe au cannabis? Est-ce que c'est mieux ou moins pire pour lui? Mais il y a un petit point. Non, il va falloir qu'il soit questionné sur la drogue, ce gars-là. Hey! Mais il y a un point qui a été apporté dans l'émission. Oui. C'est-à-dire que si on ajoute de la coke quand on distribue le cannabis, quand tu l'achètes, il y a un petit peu de coke, est-ce que ce serait pas plus ça qui fait passer à l'étape suivante? C'est une bonne question. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils foutent. Ils peuvent saupoudrer des méthamphétamines dessus, de l'ecstasy. C'est ça. Ça, je sais que ça se fait. Du PCP. C'est ça. Alors, le danger serait peut-être plus là que ce que vous nous expliquez peut-être tantôt. Je sais pas si c'est même, je sais pas si c'est un danger. Est-ce que la cocaïne, c'est moins pire ou pire que le pot? Je sais pas, mais il y a une dépendance. Moi non plus, je le sais pas. Mais la coke, je pense qu'il y a une dépendance. T'es pris là-dessus. C'est peut-être la grosse différence. Pas sûr, moi, pas sûr, Janine. Je sais pas, Pierre. Ça se peut ce que tu viens de dire. Je suis pas sûr parce que on n'a pas étudié suffisamment le phénomène. Alors, on va tout de suite, peut-être un dernier appel. On parle à Marie-Hélène. Bonjour. Marie-Hélène? Bon, un instant. Roger, vous êtes là? Est-ce que vos antennes sont mal déployées, là? Roger n'est pas là non plus. Bon, ben alors, si on peut prendre un appel d'ici la fin de l'émission, on le fera. Non, mais Pierre, ce qui ressort de l'émission, c'est beaucoup ça. Le cannabis chez les jeunes, les ados, là, en bas de 15 ans, vous avez des données scientifiques là-dessus. Oui, ça pourrait déclencher la schizophrénie. Les premières études commencent à sortir. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'un jeune de moins de 15 ans qui se drogue au cannabis augmente de 5 à 6 fois ses chances de développer une psychose comme la schizophrénie. Bon. Est-ce que ça voudrait dire que le cannabis est propre à l'éclosion de la schizophrénie ou si certains individus qui sont porteurs des gènes de la schizophrénie seraient aussi porteurs de gènes qui les attirent vers le cannabis? Je ne sais pas. C'est toutes des questions qu'on va clarifier. Mais pour en arriver à tout ça, là, ce que vous nous dites, il a fallu qu'il y ait des psychiatres qui en parlent. Faire le lien avec la schizophrénie, il faut qu'il y ait des psychiatres dans le portrait. Là. Oui, ben là, on a un certain échantillonnage de jeunes pour en arriver à des conclusions semblables. Alors, on a pris des cohortes de jeunes, OK, selon qu'ils avaient utilisé, qu'ils s'étaient drogués au cannabis ou pas. Puis là, ils ont suivi l'utilisation ou c'est des études rétrospectives la plupart du temps. Là, ils ont pris des individus qui font une schizophrénie à 17 ans. Oui. Puis là, ils leur demandent, ils peuvent comparer, si tu veux, leur demander quel est le pourcentage qui se sont drogués. Puis là, s'apercevoir que ceux qui ne se sont jamais drogués, ils sont beaucoup plus rares. Ou je sais pas la méthodologie de cette étude-là. Ça pourrait avoir de l'allure, ça. Ou bien, ça pourrait être une étude prospective, c'est-à-dire ils ont pris des groupes de jeunes, puis ils ont suivi pour s'apercevoir que ceux qui se droguaient pas, il y avait 5 à 6 fois moins de chances de développer la schizophrénie que ceux qui s'étaient drogués. Oui. Je ne sais pas comment ils ont procédé. C'est ça, vous ne connaissez pas. Non. Mais en rétrospective, c'est quand même on nous a livré, ça c'est une conclusion. Oui. Alors, mais ils vous ont pas dit comment ils avaient recueilli les informations. Pas du tout. C'est quelqu'un qui, à l'intérieur d'une conférence, nous a garoché une conclusion. Maintenant, c'est pour ça. On commence à étudier ces phénomènes-là. Ce que je veux, c'est qu'on accélère le tempo de l'étude de tout ça. Mais pour accélérer le tempo, il va falloir légaliser le stock. Parce qu'autrement, là, ça nous limite drôlement comme chercheurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Des gens qui suivent des cours, ils passent des certificats en toxicologie, puis tout ça, il y a des spécialistes en toxicologie. Comment ils peuvent travailler, eux autres, là? Ils sont spécialistes de pas grand-chose. Il faut pas... Faut pas, mais c'est quand même des sources qui peuvent nous indiquer certaines tendances, certaines informations. Cette semaine, une nouvelle, ou la semaine passée, une nouvelle à l'effet que la vaste majorité des intervenants auprès des séropositifs connaissaient même pas les modes de transmission puis les risques associés avec des pratiques sexuelles. Ça, on doit avouer qu'il y a peut-être un gros trou, une grosse lacune. Là, les spécialistes en toxicomanie et en toxicologie,
On respire? Alors, amusons-nous. On nage encore dans les hypothèses. Janine, on va en reparler assez régulièrement parce que c'est trop un gros problème, ça. Individuellement, quand tu vois des adolescents qui chantent